Bien, mesdames, messieurs, chers amis, nous allons démarrer cette séance commune entre l'IRER et le séminaire que j'anime à la même heure les autres semaines lorsqu'il n'y a pas ces rencontres. Donc, nous avons le grand plaisir d'accueillir aujourd'hui Édouard Coquet, que je vais présenter dans un instant, et Laura Pettinaroli. Tous les deux vont dialoguer autour d'un livre issu d'une thèse qui a été soutenue dans des conditions assez acrobatiques il y a quelques années, très exactement, enfin un peu moins de 5 ans. En octobre 2020, nous sortions de la crise dite du Covid et la moitié enfin non même plus que la moitié, que tous les membres du jury étaient à l'extérieur, sauf Édouard et moi qui étions ici dans cette salle. La moitié du jury était atteint du Covid, donc ils avaient une mine un peu défaite, mais la thèse s'est tout de même bien passée et nous avons. Mais il n'y a pas une hypothèse, c'est ce que on disait tout à l'heure, ni repas de thèse. Enfin bon, tout le rituel habituel a été un peu gommé. Mais bon, ça n'a pas trop affecté Édouard, qui par la suite a connu une carrière brillante, puisque après avoir enseigné en lycée, je rappelle qu'il est ancien élève de l'école normale supérieure, agrégé d'histoire, et donc après sa thèse, il a enseigné en lycée, puis a été recruté à l'École française de Rome, où il a travaillé sous la houlette de Laura Pettinaroli pendant 2 ans, autour notamment des projets des archives Pie XI, et puis, pardon, Pie XII, oui. Pie XI, c'est un peu avant. Et donc vient de paraître ce livre issu de sa thèse, Rome pour ou contre l'Empire, Mission catholique et colonie française 1918-1930. Je vais le faire circuler peut-être pour que chacun puisse en prendre connaissance. La seule chose que je souhaite, c'est le récupérer à la fin. Mais encore que ça me fera un peu de place, ma bibliothèque, le cas échéant. Surtout, j'ai la version initiale. Donc, alors c'est un livre qui est tout à fait étonnant. C'est un projet de recherche autour de la question de la manière dont se gère, au lendemain de la Première Guerre mondiale, le rapport entre le Saint-Siège, dans le cadre de ce qu'on a appelé le second ralliement, le rapprochement entre le Saint-Siège et la France dans les années 1920, comment se gère la question coloniale au moment où le Saint-Siège s'engage dans une politique, avec Benoît XV puis Pie XI pour le coup, s'engage dans une politique de création de jeunes églises et tout l'intérêt du livre, mais je ne vais pas en dire plus parce que c'est pas moi qui vais en parler. Si vous voulez en savoir plus sur ce que j'en pense, vous pouvez lire la préface. Donc c'est une étude sur cette relation. Alors modestement, Édouard Coquet euh, indique les années 1918-1930. En réalité, on commence bien avant et on finit bien après, puisque on va pratiquement jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Mais je ne veux pas en dire plus parce que Édouard va nous présenter son travail et puis ensuite Laura Pettinaroli que je présente, mais est-il besoin de la présenter, qui est actuellement professeur à l'université. Alors je suis perdu, c'est Lyon 2 toujours? Oui, vous n'avez pas encore fusionné avec toutes les autres universités, qui a précédemment été directrice des études d'histoire moderne et contemporaine à l'école française de Rome, et encore avant était maître de conférence à l'Institut catholique de Paris, grande spécialiste et qui travaille sur les projets Archives Pie XI d'abord, Pie XII aujourd'hui, donc grande spécialiste du Saint-Siège, de la papauté, de la Russie aussi dans le cadre de ses relations avec la papauté, donc tout à fait dans l'actualité, puisque l'actualité est, de ce point de vue-là, assez brûlante. Édouard, c'est à vous. On va faire une petite translation. Vous n'avez pas de PowerPoint, sinon ça va être plus simple. Bon, merci beaucoup Jacques-Olivier Boudon pour cette présentation très, très aimable. Je suis
en effet touché de me retrouver dans cette salle où j'ai soutenu la thèse, où issu cet ouvrage il y a 5 ans. On était en effet tous les deux à ce bureau. Voilà, merci beaucoup pour votre invitation aussi dans le cadre de votre séminaire de recherche. Merci à Laura Pettinaroli d'abord d'avoir lu cet ouvrage et puis d'être venu le discuter. Et puis merci à Martin Dumont, qui est la cheville ouvrière toujours très efficace de ces rencontres. Euh, pour commencer, je voudrais vous lire la citation qui se trouve en exergue de l'introduction de la thèse, enfin pas de la thèse en l'occurrence, mais du livre. Souvenez-vous que vous ne devez pas propager le règne des hommes, mais celui du Christ, et ne pas ajouter des citoyens à la patrie terrestre, mais à la patrie céleste. Mettons que le missionnaire donne des raisons de supposer qu'il sert les intérêts de sa patrie, alors sans aucun doute toute son œuvre sera suspecte aux yeux de la population qui sera facilement induite à croire que la religion chrétienne n'est autre que la religion d'une nation et que le fait d'y adhérer reviendrait à dépendre d'un État étranger en renonçant de la sorte à sa propre nationalité. Donc ces mots sont ceux du pape Benoît XV, le pape de la Première Guerre mondiale, dans une lettre apostolique qu'il a adressée aux missionnaires catholiques en 1919, qui s'appelle Maximum Illud, un document célèbre, et elle constitue, ces lignes et puis la lettre en général, hein, une remise en cause assez frappante pour l'époque des liens entre colonisation et mission. Hein, frappant autant par la dénonciation de ce lien entre colonisation et mission, que par la critique du nationalisme des missionnaires, qui est particulièrement aiguë, en tout cas dont l'actualité est particulièrement aiguë au lendemain de cette Première Guerre mondiale, qui est une guerre de déchaînement nationaliste. Et donc, dans ces quelques lignes se trouve un petit peu le propos de ce livre, résumé dans cette question, Rome est-elle pour ou contre l'Empire? Alors, quelques petits rappels. Malgré donc la législation laïque des années 1900, hein, qui est l'héritage juridique dans lequel on se situe dans les années 20, malgré cette législation qui, à quelques exceptions près, je reviendrai peut-être si j'ai le temps, ne s'applique pas dans l'espace colonial français, eh bien, l'union entre mission et colonisation reste étroite dans l'espace colonial français et l'administration coloniale, le gouvernement français, continue, au mépris, pourrait-on dire, des principes laïques, d'utiliser ou de chercher à utiliser la religion au service de son influence. Et donc, le livre a cherché à approfondir ces relations ambiguës qui lient dans les espaces coloniaux cette Troisième République pourtant laïque et l'Église catholique, donc à cette période charnière, où tandis que la République coloniale revendique plus que jamais le catholicisme comme un vecteur d'influence, eh bien, sous l'influence de Rome, les stratégies missionnaires se renouvellent, et c'est désormais Rome qui, défendant l'autonomie de l'Église par rapport aux puissances, cherche à rompre l'alliance entre colonisation et mission. Donc les deux acteurs jouent un petit peu à front renversé par rapport à ce à quoi on pourrait s'attendre, aux clichés qu'on peut avoir des rapports entre Église et État en métropole et puis en général dans ces années. Alors ce livre a été fondé sur d'importants dépouillements d'archives, donc à la fois en France et puis à Rome, au Vatican, dans des congrégations missionnaires. J'ai en effet voilà, bénéficié de l'hébergement de l'École française de Rome au moment de ma thèse, où j'ai beaucoup travaillé aux archives du Vatican. Il y avait en effet à cette époque une actualité des fonds Pie XI, maintenant c'est Pie XII, les fonds Pie XI ils avaient été ouverts en 2006, et ce livre s'inscrit, enfin bénéficie de tout un renouvellement historiographique sur l'histoire écrite à partir de ces fonds, avec un certain nombre de colloques hébergés par l'École française de Rome, un certain nombre de thèses, dont d'ailleurs celle de Laura Pettinaroli, qui ont marqué ces années 2010. Voilà. Et dans ce foisonnement, peu de choses au demeurant sur les espaces coloniaux, de même que dans l'historiographie consacrée, enfin l'histoire coloniale à proprement parler, on trouve peu de choses sur les questions religieuses. Voilà. Et donc, ce livre, modestement, s'inscrivant quand même dans le sillage de travaux marquants, comme par exemple ceux de Claude Prudhomme, essaye de participer à combler ce vide en présentant une perspective globale, hein, de l'ensemble de l'espace colonial,
alors que beaucoup de travaux sont focalisés sur l'un ou l'autre espace, là, l'utilisation des archives du Vatican, bon, qui ont aussi leurs défauts, mais présentent cette qualité de permettre cette perspective globale. Alors, je passe en revue rapidement quelques thèmes saillants de ce livre avant de pouvoir en discuter d'abord avec Laura Pettinaroli et puis ensuite avec vous sur certains points qui pourraient vous intéresser. Alors, pour replacer un petit peu dans la chronologie, donc le lendemain de la Première Guerre mondiale, c'est celui d'une reprise des relations entre le Saint-Siège et la République française, relation qui avait été rompue en 1904 dans le cadre de la montée des tensions qui avait précédé la séparation de l'Église et de l'État. Donc, la Première Guerre mondiale, vraiment moment de rupture, y compris dans l'histoire religieuse, moment de fraternité entre les catholiques et puis le reste de la population dans les tranchées, etc., etc. Moment aussi qui a permis l'élection d'une Chambre des députés à majorité de droite au lendemain de la guerre. Tout ça permet une forme de réconciliation et c'est dans ce cadre qu'est rendu possible ce qu'on appellera plus tard le second ralliement, avec notamment la reprise des relations diplomatiques entre la France et le Saint-Siège. Cette reprise des relations diplomatiques, elle est faite à l'initiative de la France, et j'ai montré dans mon livre que parmi les motivations qu'avait le gouvernement français pour demander cette reprise des relations diplomatiques, beaucoup d'enjeux avaient trait à l'espace colonial. Donc, le pape achève d'acquérir cette stature internationale au lendemain de la Première Guerre mondiale. Et dans ce contexte, la France ne veut pas se laisser prendre de vitesse par d'autres puissances qui, elles, ont des relations diplomatiques avec le Saint-Siège, et décide donc de retrouver ces relations diplomatiques. Et il y a au moment, les relations diplomatiques sont renouées en 1920-1921. À ce moment-là, il y a un certain nombre de priorités du gouvernement français pour la reprise des relations diplomatiques, un certain nombre d'affaires qu'il souhaite régler grâce à cette reprise. Alors, parmi ces affaires, il y a la résolution du statut de l'Alsace-Moselle, j'y reviens pas. Il y a surtout deux points qui concernent l'espace colonial. C'est premièrement la pérennisation du protectorat catholique exercé par la France au Moyen-Orient, voire en Extrême-Orient. Protectorat catholique, ça remonte au temps des capitulations de François Ier. C'est une tradition consulaire selon laquelle les autorités consulaires françaises exerce un droit de protection à l'égard de tous les catholiques, de quelque nationalité qu'ils soient, au Moyen-Orient et, selon certaines interprétations aussi, en Extrême-Orient. C'est un élément de soft power, on pourrait dire très important pour la France. Et avec la rupture des relations diplomatiques et puis surtout la chute de l'Empire ottoman, qui était signataire de ces capitulations au lendemain de la Première Guerre mondiale, eh bien, ce protectorat catholique menace de disparaître. Donc, c'est une des priorités de la France au moment du rétablissement des relations, c'est d'assurer ce protectorat catholique. C'est quand même curieux pour une république laïque. Voilà, c'est ainsi. Deuxième priorité qui concerne l'espace colonial, c'est la nomination d'un évêque français pour la partie française du Maroc. À cette époque, achève de s'organiser la répartition du Maroc en deux zones. C'est les suites d'un traité franco-espagnol de 1912, une zone française, une zone espagnole. Or, le clergé est espagnol et donc on veut nommer un évêque français sur la zone française. Voilà. Donc ça, ce sont des priorités qui poussent le gouvernement à reprendre les relations diplomatiques. Alors, cette reprise des relations diplomatiques, elle permet de résoudre un certain nombre de points, même si, de manière générale, elles sont un petit peu décevantes, parce qu'il y a une sorte de mésentente fondamentale entre les deux parties. Le gouvernement français, ça c'est vraiment fondamental de comprendre, se situant dans une logique qui est en fait, comme je le dis dans le livre, un peu pré-séparatiste, concordataire, on pourrait dire. Il s'attend à pouvoir retrouver, via le catholicisme, un outil d'influence, et que l'Église catholique se contente de ratifier un certain nombre de décisions qu'il prendrait. Alors que pendant ces décennies de rupture des relations, depuis Léon XIII, ensuite Pie X, c'est l'époque de la rupture des relations, c'est Pie X, mais ça s'inscrit dans un
dans un mouvement plus long, et puis ensuite Benoît XV, Pie XI, l'Église catholique, le Saint-Siège a beaucoup changé sur sa manière de comprendre sa relation à l'espace international. Et à ce moment-là, au moment des reprises de relations, on n'entend pas du tout se faire dicter ce genre de choses. Et au contraire, défend une autonomie de la sphère religieuse sous son contrôle qui est tout à fait incompatible avec les prétentions du gouvernement français. Hein. À cela s'ajoute un certain nombre de prises de position du Saint-Siège sur la scène internationale, euh, plutôt défavorables à la France, notamment lors de l'occupation de la Roure par les Français, qui font que les relations entre la France et le Saint-Siège sont pas si bonnes que ça. Et les succès du gouvernement français sont assez limités. Il réussit à faire nommer un évêque français au Maroc. Il réussit aussi à institutionnaliser une aumônerie militaire française sous la houlette d'un évêque, Monseigneur Paul Raymond, l'oncle de René Raymond, qui va être un outil assez efficace du nationalisme français dans le clergé outre-mer. Il réussit aussi à le gouvernement français, en lien avec le Saint-Siège, les deux parties sont gagnantes à résoudre la question du statut juridique de l'Église de France avec les accords sur les associations diocésaines. Mais pour le reste, il n'y a pas vraiment euh, de succès diplomatique majeur de la France. Par contre, il y a quelques succès diplomatiques importants du Saint-Siège, notamment l'obtention d'un statut juridique extrêmement favorable pour les missions catholiques dans les territoires de mission, oui, par définition. Euh, Vous avez peut-être en tête qu'au moment des traités de paix qui suit la Première Guerre mondiale, notamment le traité de Versailles, l'Allemagne et les autres vaincus perdent leurs territoires coloniaux. Hein. Notamment, pour ce qui concerne l'Allemagne, elle perd le Togo et le Cameroun qui reviennent à la France. Et donc la question se pose de savoir ce que vont devenir les biens des missions catholiques au Togo et au Cameroun. Et le Vatican dépêche un émissaire qui, plus tard, est le premier nonce apostolique à Paris, Monseigneur Ceretti, au traité de Versailles, pour négocier le transfert de ces biens de missionnaires allemands à des missionnaires français. C'est assez compliqué. Ça se fait selon une philosophie juridique qui est issue du monde anglo-saxon et qui fait que le gouvernement français refuse de l'appliquer dans les années qui suivent le traité de Versailles. Et donc, Monseigneur Ceretti, devenu nonce, force son gouvernement à appliquer ces dispositions. Puis son successeur, Monseigneur Maglione, réussit à étendre ces dispositions à l'ensemble de l'espace colonial français, pas seulement le Togo et le Cameroun. Ça, c'est vraiment une victoire importante parce que c'est un statut extrêmement avantageux. Hein, donc c'est le décret Mandel de 1939 qui est le résultat de négociations diplomatiques du nonce apostolique et c'est un de ses plus grands succès. Voilà. Bon, voilà pour cet excursus un peu chronologique. Quelques points saillants par ailleurs. Sur les relations entre mission et colonisation dans l'espace colonial français. De manière générale, donc, comme je l'ai dit, la loi de 1905 et la législation laïque ne s'appliquent pas, hein, et on a tout un spectre de relations plus ou moins étroites avec le gouvernement français dans les colonies. En réalité, les relations sont les plus étroites dans les espaces qui sont placés sous le statut du protectorat, parce que ces espaces sont gérés par le ministère des Affaires étrangères, le Quai d'Orsay, qui conserve une tradition d'union assez forte entre le spirituel et l'administration. Le Quai d'Orsay conserve vraiment une tradition, une volonté d'utiliser comme un levier politique le catholicisme dans les territoires qui lui sont confiés. Donc on voit ça dans un certain nombre d'espaces, notamment la Tunisie, où l'Église catholique est très fortement subventionnée et où a lieu en 1930 un événement qui symbolise vraiment l'union entre mission et colonisation, qui est le congrès eucharistique de Carthage, hein, qui est un grand événement à la fois catholique et surtout pour les autorités françaises, un événement français très largement subventionné. Hein. Dans les territoires qui sont sous le statut de colonie, donc qui sont la grande majorité, les choses sont plus compliquées parce que les administrateurs coloniaux ont une culture anticléricale qui rend les relations souvent plus heurtées.
avec les missionnaires. Alors les missionnaires, eux, qu'est-ce qu'ils en pensent? Alors ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que contrairement à ce qu'on voit par exemple dans l'espace colonial britannique, l'expansion missionnaire a précédé l'expansion coloniale à proprement parler dans les colonies, dans ce qui devient les colonies françaises. Et les missionnaires voient arriver avec un œil assez méfiant les colonisateurs qu'ils soupçonnent de vouloir implanter dans ces espaces qu'ils rêvent comme des espaces de chrétienté un peu vierge à conquérir. Ils craignent que les colonisateurs n'y implantent l'idéologie laïque, hein, si on veut. Hein, donc ils les voient d'un œil un peu suspicieux qui va jamais totalement, ça va jamais totalement changer, même si au tournant du siècle, hein, dans les années 1890-1900, les deux partis, colonisateurs et missionnaires, dépassent ces répugnances un peu mutuelles. Hein. Ce sont des gens qui viennent quand même de deux mondes, deux univers mentaux assez différents, voire opposés. Ils dépassent leur répugnance pour collaborer de plus en plus étroitement. Et donc, c'est l'époque des grandes démonstrations d'associations lors des expéditions coloniales. On a des traités qui garantissent les droits des missionnaires, un alignement des frontières missionnaires consenti par le Vatican sur les frontières coloniales, un alignement de la nationalité des missionnaires sur la nationalité du colonisateur. Voilà, toutes sortes de choses qui font que vers 1900, on a une convergence sur le thème de la mission civilisatrice entre mission et colonisation. Donc ça, c'est intéressant, avec cette volonté du gouvernement de pouvoir utiliser les missions euh, comme outil d'influence. Et on retrouve ça après la Première Guerre mondiale. Hein. Je ne m'étends pas sur la question parce que le temps va me manquer, mais il y a ce nouvel outil hein, également après la Première Guerre mondiale, qui est l'aumônerie militaire de Monseigneur Raymond, dans les territoires où elle est déployée, notamment au Proche-Orient. Elle est vraiment un outil pour établir un clergé français, souvent assez nationaliste, concurrent d'autres clergés, comme par exemple italiens. Alors, il y a quand même des divergences idéologiques qui demeurent profondes, hein, et c'était une des choses que j'ai vraiment voulu montrer également, entre les deux projets, missionnaires et colonisateurs. Et en réalité, ces divergences s'accentuent presque même après la Première Guerre mondiale, notamment parce que l'État colonial se renforce après la Première Guerre mondiale, donc c'est pas une spécificité française, hein, c'est une spécificité... c'est une réalité dans tous les empires coloniaux. Et donc, l'État colonial concurrence de plus en plus les missions sur des domaines qui leur étaient un peu réservés, parce qu'il y avait qu'eux qui s'étaient vraiment investis sur ce sujet, notamment l'école. Donc les frictions s'accentuent. Et bon, on pourrait donner un certain nombre d'exemples. J'étudie pas mal la question scolaire, mais également il existe certains exemples où l'administration coloniale cherche à réprimer, à limiter l'action missionnaire, soit vue comme prosélyte, soit vue comme destructrice des sociétés traditionnelles. Et c'est notamment le cas en Afrique équatoriale, où les missionnaires s'investissent beaucoup dans ce qu'ils voient comme une transformation des structures familiales, notamment à travers la lutte contre la polygamie. Et les administrateurs coloniaux, ils voient le risque d'une fragilisation des structures sociales qui pourrait déboucher sur une remise en cause de l'ordre colonial. Et donc, les administrateurs coloniaux vont mettre parfois des bâtons dans les roues de manière assez importante des missionnaires dans ce projet qui voit comme un projet d'émancipation féminine et de lutte contre la polygamie. Bon, tout cela étant évidemment un sujet à caution, il faudrait en discuter tous les termes, mais le temps ne permet pas de le faire, on pourra y revenir si vous voulez. Hein, mais c'est un des exemples frappants de lutte entre les deux. Pour terminer, quelques mots sur ce qui caractérise enfin cette période des années 20, c'est l'affirmation de l'acteur romain. Hein, l'affirmation de Rome sur l'univers missionnaire. Hein. Dans les années 20, Rome, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, achève de se constituer cette position de puissance morale dans le nouvel ordre mondial qui se crée. Et
Euh, pour cela, impose un mouvement de centralisation très forte de l'Église euh, euh, autour de nouvelles règles communes, notamment le Code de droit canonique, hein, qui est promulgué en 1917. Et en ce qui concerne l'organisation missionnaire, c'est le moment où Rome achève un mouvement, bon, commencé sous Léon XIII, comme Claude Prudhomme l'a bien montré, mais un mouvement de reprise de contrôle en fait de l'organisation missionnaire. Et donc de lutte contre l'hégémonie des grandes congrégations missionnaires, MEP, Spiritain, Père Blanc, tout ce que vous voulez, qui se sont créés depuis le milieu du 19e siècle d'immenses territoires, souvent avec l'aide de la puissance coloniale quand celle-ci arrive, et dans une forme d'autonomie par rapport à Rome, qui est évidemment un droit de regard, mais qui reste assez théorique, et qui s'affirme comme de plus en plus réel à partir de 1900 et surtout après la Première Guerre mondiale. Hein. Euh, donc il y a vraiment un mouvement une tentative de reprise en main des choses, d'autant plus opportune à ce moment-là que depuis 1901, les congrégations missionnaires souffrent d'une chute de vocation et que la mobilisation des congréganistes et parfois leur mort pendant la Première Guerre mondiale accentue encore le problème. Hein. Donc elles sont un peu faibles à ce moment du lendemain de la Première Guerre mondiale et Rome frappe d'une certaine manière à ce moment. Et pour assurer son pouvoir direct sur le monde missionnaire, Rome établit dans plusieurs espaces coloniaux des délégations apostoliques, hein, qui sont une forme de représentation permanente du pape, mais auprès du clergé local, donc en l'occurrence du clergé missionnaire. Donc on en trouve dans les années 20-30 des délégations apostoliques qui sont instituées en Afrique du Sud, en Indochine, en Égypte, au Congo belge et en Afrique britannique. Et c'est, si vous voulez, une courroie de transmission pour que Rome puisse, donc en l'occurrence la congrégation des Propaganda Fide, qui s'occupe des missions, puisse donner ses instructions aux évêques missionnaires et coordonner l'action des évêques missionnaires. Voilà. L'action majeure, et ce sera mon dernier point qui est mis en œuvre, c'est le développement du clergé autochtone. Hein. Donc c'est un vieil objectif de la propagande, hein, depuis la fondation de la propagande au XVIIe siècle, mais ça met quand même un certain temps à se mettre en route. Dans notre période, c'est surtout le cas en Indochine, hein, où il existe un clergé autochtone nombreux depuis la fin du XIXe siècle, qui parfois dans certains territoires est tout à fait presque autonome. Hein. Le clergé indochinois est fort de plus d'un millier de prêtres au début des années 30. Il représente 90% du clergé autochtone de tout l'espace colonial français. Et le clergé indochinois, en Indochine, représente 70% du clergé. Hein, donc les 2 tiers du clergé, le tiers restant étant clergé missionnaire, essentiellement MEP. Hein, donc c'est un clergé déjà très développé. Donc c'est en Indochine que sont nommés les premiers évêques autochtones de l'ensemble de l'espace colonial français. 3 évêques sont nommés dans les années 30, hein, en Indochine. Alors, en Afrique, on en est encore très loin. Hein. À part quelques exceptions, le clergé commence vraiment à se développer dans l'entre-deux-guerres, mais de manière souvent très embryonnaire. Et c'est surtout après la Seconde Guerre mondiale que ce clergé se déploie réellement. Alors, quelques mots de conclusion. Hein, j'ai parlé quelques minutes de trop. Pour quelques éléments à retenir vraiment. D'abord, c'est le propos du livre, c'est de nuancer l'idée d'une alliance entre mission et colonisation. Hein. Montrer que cette alliance existe, mais qu'elle cache des conceptions divergentes. Cette alliance, elle se fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur le thème de la mission civilisatrice. Oui, mais c'est quoi la civilisation et c'est quoi la civilisation française? C'est quoi pour un administrateur colonial de la Troisième République? Et c'est quoi pour un congréganiste intransigeant et ultramontain? Hein, c'est pas la même chose en réalité. Et les missionnaires considèrent que ils sont le vecteur de la véritable civilisation française, qui a été dévoyée en réalité par la République, bien sûr. Hein. Et donc il y a une forme d'ambiguïté entre l'union et la divergence
qui est caractéristique hein, de l'idéologie missionnaire, si on veut, hein, de leur positionnement par rapport à cette question dans notre période, mais de manière plus générale, à la fin du 19e et au 20e siècle. Deuxième chose à retenir, c'est l'affirmation de l'acteur pontifical dans les années 20, qui encourage un renouvellement des stratégies missionnaires, à la fois de développement des églises locales, avec la question du clergé autochtone, et de centralisation, hein, les deux mouvements, centralisation autour de Rome, les deux mouvements étant intrinsèquement liés l'un à l'autre. Alors les missionnaires qui ont une culture ultramontaine bien ancrée s'efforcent d'obéir de manière filiale à ces consignes, mais plus souvent ils rechignent quand même beaucoup, hein, parce que ces consignes relativisent leur place dans la société coloniale, qui est en fait réelle, hein, leur place dans la hiérarchie raciale, partagée par l'ensemble des acteurs du monde colonial de cette époque. Hein. Donc c'est compliqué, notamment en ce qui concerne la formation du clergé autochtone, comme j'en parle de manière assez importante dans le livre. Pour finir, on peut dire que Rome, faire le lien avec la période suivante, donc celle de l'après-Seconde Guerre mondiale, commence à évoluer vers une prise de position pro-indigène, voire pro-décolonisation, mais ce serait tout à fait prématuré de le dire encore, dès les années 20, mais en tout cas, elle commence à envisager une décolonisation politique et donc la nécessité d'assurer le maintien de l'Église sur place malgré cette décolonisation politique. Ça, elle l'envisage très clairement depuis les années 20, ce qui en fait quand même un acteur qui a une forme de discernement. Et c'est surtout dans les années 50, donc après la Seconde Guerre mondiale, par des prises de position sans équivoque hein, du pape Pie XII, qui parle vraiment d'une décolonisation par étapes possible, que ce basculement va s'achever. Hein. Je vous rappelle le titre de ce livre que vous connaissez peut-être, hein, d'un administrateur français, François Méjean, qui suggère en 1957 que Rome agit désormais contre la France d'outre-mer. Hein. C'est le titre de son livre, Le Vatican contre la France d'outre-mer, dans les années 50. Le Vatican perçu comme un ennemi de la colonisation française. Voilà, je m'arrête là, espérant vous avoir donné un panorama des thématiques qui sont traitées, et puis on pourra revenir sur l'un ou l'autre point. Voilà, merci beaucoup. Merci Édouard. Donc, je vais sans transition passer la parole et l'écran à Laura Pettinaroli, qui va nous présenter ses réflexions après la lecture du livre d'Édouard Coquet. Il circule toujours? Oui, il est là. Bien, merci monsieur le professeur Boudon pour l'aimable présentation. Merci également à Martin Dumont pour l'invitation. C'est toujours un plaisir de retrouver les tables rondes de l'IRER et d'avoir l'occasion de présenter un ouvrage. Alors, avant de détailler mes observations sur le livre, j'aimerais dire quelques mots de la satisfaction d'ordre personnel hein, que j'ai eu à lire ces derniers jours l'ouvrage qui circule parmi vous. Et le plaisir aussi que j'ai à présenter cet ouvrage aujourd'hui. Alors, on l'a dit, hein, c'est un ouvrage tiré de la thèse d'Édouard Coquet, soutenu en 2020 sous la direction de Jacques-Olivier Boudon et la codirection aussi de Daniel Emenozzi. Une thèse réalisée entre France et Italie. Et d'ailleurs, c'est en Italie, cher Édouard, que nous avons eu notre première discussion, si ma mémoire est bonne, plus précisément sur un quai de gare de la périphérie de Rome en juin 2013, de retour d'une rencontre scientifique sur la diplomatie vaticane que j'avais organisée avec le professeur Massimiliano Valente. Et si mes souvenirs sont bons, vous acheviez alors votre M2, vous apprêtiez à entrer dans la préparation de l'agrégation. Voilà. Et déjà, et là on voit aussi votre sérieux et votre détermination, c'était l'orientation future de votre recherche qui vous préoccupait. Vous souhaitiez mener une recherche sur l'espace français, mais avec des archives vaticanes. Et on était alors dans les tout premiers mois du pontificat du pape François, et nous, historiens, eh bien, nous nous interrogions sur la probabilité de l'ouverture possible des archives Pie XII. Pourquoi? Parce qu'en fait, sous le pontificat de Benoît XVI, il y avait eu un certain nombre d'annonces un peu officieuses en ce sens. On se demandait si ça allait aller de l'avant. Et déjà à l'époque, il me semble que la question de l'empire colonial avait émergé dans cette discussion comme un peu stratégique, c'est-à-dire susceptible d'être éclairée assez largement par les archives Pie XI, donc 1922-1939, qui avaient été ouvertes dès 2006,
tout en détenant un potentiel, une possibilité de travail aussi sur ces nouveaux fonds en cas d'ouverture des archives P12 au fil de la thèse. Et depuis, nous n'avons cessé d'échanger, de collaborer à des titres divers, si bien qu'en vous lisant, j'ai retrouvé dans vos pages la trace de questionnements que nous avons pu évoquer dans des rencontres scientifiques, dans des séminaires. Et tout cela fait que malgré le côté parfois un peu exotique de certains de vos objets, pour moi qui travaille surtout sur l'Europe, je me suis pas sentie trop dépaysée. Et donc, c'était aussi un élément du plaisir de la lecture. En tout cas, et c'est dans ce genre d'occasion aussi qu'on mesure le temps qui passe, 12 années finalement se sont écoulées entre ces échanges à bâton rompu sur un sujet possible, probable, et la mise à disposition de l'ouvrage pour le public, celui qui est sous vos yeux. Alors ce temps, 12 années, peut sembler un peu extravagant, un peu excessif, surtout pour les jeunes gens qui sont nombreux aujourd'hui dans le public. C'est pourtant ce temps long, ce temps qui est le nôtre, à nous historiens, qui est celui de la formation, de la recherche, de la maturation, dans l'écriture, dans la réécriture, parce que je pense qu'il y a eu un gros travail de réécriture aussi entre la thèse et l'ouvrage. Un temps long, mais qui a été mis à profit par Édouard Coquet, je crois, de façon particulièrement efficace, car ce livre, et je le dis d'emblée, est tout à fait remarquable. Autant par son caractère très pointu, alors évidemment c'est ce qu'on attend d'une thèse, sur des questions nouvelles, on a évoqué la question scolaire, mais aussi la question du droit coutumier, qui est aussi traité dans l'ouvrage. Donc caractère très pointu, mais aussi caractère synthétique, qui en fait un ouvrage extrêmement maniable pour certains aspects, quasiment un manuel, je pense qu'il fera date, qui rendra de très nombreux services, et je voudrais d'emblée saluer vraiment les qualités d'écriture d'Édouard Coquet, notamment dans les passages clés que sont l'introduction, le premier chapitre qui est très panoramique et en particulier la conclusion. Alors pour ne pas être trop longue, je regrouperai mes remarques autour de 3 thèmes. Je reviendrai tout d'abord sur la fabrique de l'ouvrage, les sources, les approches. Puis, dans un deuxième temps, je rassemblerai ce que m'inspire cette position française qui a été qualifiée de pré-séparatiste à l'égard des questions missionnaires. Et dans un troisième temps, je propose de revenir aussi sur la position romaine et cette nouvelle stratégie missionnaire qui se met en place à l'époque. Alors, revenons tout d'abord sur le sujet du livre, l'étude des relations entre la France et le Saint-Siège, mais par le biais de l'empire colonial, durant l'entre-deux-guerres, qui correspond donc à la période d'extension maximale de ce dernier, grâce justement à l'apport des mandats confiés par la Société des Nations. C'est évidemment un sujet très ambitieux qu'a choisi Édouard Coquet, qui nous fait voyager dans l'ensemble de l'Empire, de l'Indochine à l'Afrique notamment, en une période de renouvellement de la stratégie missionnaire, on y reviendra, mais aussi d'émergence des nationalismes autochtones dans certains espaces extra-européens. C'est ainsi finalement un croisement entre un sujet finalement c'est classique, c'est-à-dire les relations entre la France et le Saint-Siège, qui a nourri de très nombreuses études en France. Alors, je citerai personne, voilà. Nombreux sont ceux qui sont présents aussi dans cette salle et qui ont travaillé sur ces relations France-Saint-Siège. Donc, des relations France-Saint-Siège largement étudiées en France, et ces relations France-Saint-Siège, elles s'inscrivent aussi dans toute une tradition historiographique plus large au niveau international qui consiste à étudier les relations bilatérales entre le Saint-Siège et un État donné. Donc là, on est dans quelque chose qui est assez classique finalement. Mais en même temps, Édouard Coquet choisit d'aborder cette question avec un éclairage original, assez actuel, qui est l'étude de la situation des cultes dans les colonies et de la question missionnaire. Et là, l'historiographie est également nourrie. En fait, Édouard Coquet présente très très bien, de façon très concise, tout cela dans l'introduction. Une historiographie nourrie, mais quand même une historiographie renouvelée, ou du moins qui cherche à se renouveler dans les années où vous avez écrit, c'est-à-dire dans les années 2010, à la fois par l'attention à des archives qui n'émanent pas exclusivement de la puissance coloniale, qui va prendre en compte aussi d'autres points de vue, comme le point de vue féminin, les travaux sur les organisations, sur des congrégations missionnaires féminines, et une vigilance aussi à l'égard des biais cognitifs, des préjugés qui ont pu servir à écrire cette histoire des espaces extra-européens.
Donc, vous n'utilisez pas l'expression d'approche post-coloniale, mais peut-être que c'est une question que l'on pourrait vous proposer, enfin, vous suggérer et échanger peut-être sur ce point, car du point de vue de la méthode, on est bien dans cette approche critique que l'on retrouve tout au long de votre ouvrage. Alors, donc ce premier point, c'était de l'association entre un sujet classique et une approche innovante, mais je retiens aussi votre pragmatisme dans le choix du sujet. Ce que vous montrez, c'est que ce choix est finalement rationnel et pas si exotique que cela. Vous le dites dans l'introduction à la page 20, les espaces coloniaux et l'ensemble des espaces où la France mène une politique d'influence occupent l'essentiel des échanges entre la France et le Saint-Siège. Alors finalement, on est face à un sujet qui est méconnu, mais qui a produit énormément de sources et qui ont été minorées pour différentes raisons sur lesquelles on pourra peut-être aussi échanger, sur lesquelles j'aimerais bien vous entendre. En tous les cas, il faut saluer ici le considérable effort de dépouillement d'archives qui a été consenti par l'auteur et c'est finalement l'attention à la multiplicité des acteurs qui vous a conduit à explorer 4 grands ensembles de sources. Bien sûr, les incontournables sources étatiques françaises, mais qui sont elles-mêmes diverses, parce que en fait, il y a plusieurs ministères qui sont à l'œuvre ici, notamment le ministère des Affaires étrangères et le ministère des Colonies. Un deuxième grand ensemble avec les archives vaticanes, qui forment elles aussi un monde dans lequel vous naviguez avec beaucoup d'aisance. Il y a bien sûr les fonds d'annonciature de Paris, rétablis au début des années 20, à l'Archivio Apostolico, mais aussi divers dicastères, dont vous avez dépouillé les archives. Bien sûr, la Congrégation des affaires ecclésiastiques extraordinaires, la Congrégation des Propaganda Fide pour les questions missionnaires, mais parfois également la Congrégation pour l'Église orientale, qui est responsable pour les pays du Levant. Le troisième ensemble d'archives est formé des archives des congrégations missionnaires, et là, des congrégations religieuses, et là, le dépouillement relève ici, il me semble, plutôt davantage du sondage. Peut-être que l'on pourra en reparler, mais peut-être qu'il y a des pistes aussi encore de prolongement dans d'autres congrégations. Je pense là aussi aux congrégations féminines. Enfin, le quatrième ensemble sur lequel s'appuie Édouard Coquet, ce sont des sources imprimées. Elles sont très variées. Et elles intègrent notamment la presse missionnaire. Et là, je dois dire que celle-ci est particulièrement bien mise en valeur. Et je vous invite à regarder en particulier l'annexe photographique, avec le dossier photographique, dans lequel vous apportez vraiment une approche critique de ces photographies missionnaires. Et c'est tout à fait passionnant. Donc, à partir de cette riche documentation, vous proposez 7 chapitres thématiques. On décèle finalement 3 temps. Il y a d'abord ce premier chapitre dont j'ai déjà parlé, parce que je le trouvais tout à fait fascinant, qui pose le décor et qui finalement nous présente en quelques pages la place de l'Empire dans les relations entre la France et le Saint-Siège de façon extrêmement pédagogique. Suivent alors une série de 4 chapitres qui analysent les relations à divers niveaux. Le statut juridique de l'Église catholique outre-mer, c'est le chapitre 2. Les collaborations État-Église, chapitre 3. Les concurrences nationales dans l'Empire, chapitre 4, parce qu'en fait, dans l'Empire, il n'y a pas que des Français. Il y a aussi des Italiens, des Espagnols, etc. Et puis, chapitre 5, les principaux sujets conflictuels. Vient enfin un troisième temps dans l'ouvrage, les chapitres 6 et 7, qui s'intéressent davantage aux nouvelles dynamiques missionnaires et romaines. Donc après cette présentation panoramique, j'en viens maintenant plus brièvement à 2 points plus thématiques que je souhaitais aborder avec vous. Et tout d'abord, un premier ensemble de remarques autour de l'État français et la façon dont il se positionne finalement sur cette question des missions. J'ai retenu 4 points ici. Le premier, c'est tout ce qui a trait au moteur de l'entrée en négociation sur le statut des cultes dans l'Empire. Édouard Coquet l'a rappelé tout à l'heure, c'est l'État français qui est en demande finalement d'échange. Et moi, j'ai été frappée ici, vous montrez ça de façon excellente, par l'impact de la législation internationale dans l'évolution de la législation française, ce que vous appelez le développement du cadre multilatéral. En effet, c'est la conclusion du traité de Versailles en 1919, ce fameux article 438, qui conduit la France à prendre un décret en 1926 sur les biens des missions allemandes du Togo et du Cameroun.
Et le dispositif, on l'a rappelé, est particulièrement innovant. Il s'inspire d'un modèle anglo-saxon, celui des conseils d'administration, reconnus comme des personnes morales, dans lesquels le vicaire apostolique est de droit le président de ce conseil d'administration. Et ce dispositif juridique est ensuite étendu à l'ensemble de l'empire colonial par le décret Mandel de 1939. C'est un exemple extrêmement frappant de cette dynamique qui se met en place dans l'entre-deux-guerres, où finalement la France fait évoluer sa législation par des dispositions unilatérales, mais cette législation est en réalité concordée, élaborée au fil des échanges avec le Saint-Siège. Donc on a une pratique de la séparation, mais avec un esprit quasi concordataire, ce qui est tout à fait important, et il faut le rappeler. Et cette complexité, je pense, elle est précieuse pour éviter toutes les perspectives souvent réifiées et mythifiées de la laïcité. Ça contribue aussi à prendre du recul. Deuxième point marquant ici, ce que vous appelez le maquis des statuts juridiques de l'Église outre-mer. Cette complexité juridique, Edouard a rappelé, a clarifié pour nous tout à l'heure, une complexité juridique sur le terrain qui concerne tout autant le type d'institution ecclésiastique qu'on trouve sur place. Parfois, on a des diocèses, comme à Carthage, mais le plus souvent, on n'a que des missions sans statut juridique spécifique. Cette complexité, on la retrouve aussi dans la législation qui est censée s'appliquer au territoire. Dans certains espaces, la séparation de 1905 s'applique, mais pas toujours. Mais voilà, généralement non. Et à cette complexité sur le terrain, j'espère que vous êtes toujours parmi nous, se superpose encore le maquis institutionnel de l'État colonial qui gère ces espaces et donc leurs questions cultuelles à partir d'au moins 4 ministères et de relais qui sont variés sur place. On a parlé du Quai d'Orsay, le ministère d'économie, mais il y a également le ministère de l'Intérieur pour les départements algériens, le ministère de la Guerre également pour les aumôniers militaires. Et donc, ce qui est frappant, je trouve, dans ce maquis, qui est éclairé de façon vraiment remarquable dans l'ouvrage, c'est que les contemporains aussi, ils sont englués, ils sont à peu près dans la même situation que nous. Et j'ai été très intéressée par l'exemple que vous donnez à la page 102. On a des administrateurs coloniaux au Tonkin qui confondent allègrement congrégation religieuse et vicariat apostolique. A contrario, les capacités démontrées par certains de ces administrateurs sur des terrains complexes les qualifient d'emblée pour d'autres fonctions plus importante. Là, j'étais intéressée par la trajectoire de Charles Jonard, et j'avoue que j'ignorais ce point, qui, avant d'être le premier ambassadeur de France près le Saint-Siège au début des années 1920, avait eu une expérience algérienne comme gouverneur général, précisément au moment de l'application à l'Algérie de la loi de séparation. Et ici, j'avais une question. Vous indiquez que le ministère des Affaires étrangères serait plus enclin que le ministère des Colonies à s'appuyer sur les missions comme moyen de répandre l'influence française, mais finalement, comment est-ce qu'on explique ces différences d'approche? Est-ce que c'est une culture institutionnelle, administrative? Est-ce qu'il y a des différences de recrutement, de parcours, finalement des sociabilités aussi ou des sensibilités politiques divergentes, davantage dans une histoire plus sociale? Mais je serais assez curieuse d'en savoir plus. Troisième point frappant du côté français, on va dire, tout ce qui a trait à ce triomphalisme colonial, à ces manifestations de collaboration entre l'Église et l'État. Alors bien sûr, vous évoquez les contributions financières, et il y a plein d'éléments chiffrés dans l'ouvrage qui sont extrêmement précieux, mais moi ce qui m'a surtout frappé, c'est des exemples qui touchent plutôt au volet culturel de cette collaboration entre État et Église. Et j'étais également, mon attention a été retenue par le Congrès eucharistique de Carthage de 1930, dont vous avez parlé, qui reçoit bien sûr une subvention, mais qui donne lieu aussi à un défilé dans l'espace public que j'ai trouvé tout à fait fascinant. Il y a des photographies également de 6000 enfants déguisés en croisés le 8 mai 1930. Et alors là, moi j'ai plusieurs questions parce que j'étais très intéressée par cela. Tout d'abord, est-ce que vous avez des pistes peut-être sur l'imaginaire des croisades? On a ici le nom d'Alphonse Dupron, donc comment ne pas penser à lui? Est-ce qu'il y a est-ce que vous avez des choses à nous dire sur cet imaginaire des croisades dans l'espace missionnaire et colonial? Il y a une deuxième question que j'ai aussi autour de cet exemple et qui touche plutôt à l'histoire des dévotions. Finalement, est-ce que vous retrouvez quelles sont les figures religieuses qui sont mobilisées dans ces moments de connivence entre l'État et l'Église outre-mer? Est-ce qu'on retrouve par exemple la figure de Sainte Thérèse de Lisieux,
Alors la question peut sembler un peu décalée, mais moi j'ai été frappée, et c'est souvent le cas quand on travaille sur l'histoire du catholicisme, par les dates, la collusion des dates, parce que cette procession des enfants a lieu le 8 mai, n'est-ce pas? Date qui a une signification joannique, et évidemment c'est important dans le contexte de l'entre-deux-guerres après la création de la fête nationale de Jeanne d'Arc en 1920. Mais le 8 mai, c'est aussi l'anniversaire de la première communion de Thérèse de Lisieux. Alors ça peut sembler un peu anecdotique, mais en fait c'est le jour qui est utilisé à partir de 1931, donc on est vraiment dans le même contexte, par un mouvement de prière qui est ancré en Suisse, mais qui a un impact vraiment international, qui est un mouvement de prière de l'enfance catholique pour l'enfance russe, et qui se déroule justement le 8 mai. Donc je me demandais s'il y avait des liens aussi avec Thérèse. Voilà, quatrième point ici, sur ce volet français. Ce quatrième point touche, il est plus politique, il touche au contre-coup. Au contre-coup de cette symphonie, si on veut l'appeler ainsi, entre l'Église et l'État outre-mer, c'est-à-dire ce que ça provoque en réaction. Et vous le rappelez, c'est un point important, un point, je pense, très important, c'est la vivacité quand même de l'anticléricalisme dans l'entre-deux-guerres. Un anticléricalisme dans l'entre-deux-guerres qui est trop souvent, je pense, sous-estimé. Et ici, on voit bien, de façon très concrète, comment le Congrès eucharistique de Carthage relance des contestations du côté laïque, la SFIO qui se mobilise, mais ça nourrit aussi la campagne du Destour, c'est-à-dire ceux qui commencent à envisager l'autonomie, l'indépendance de la Tunisie. Et je pense que ici il y a une piste, quand même une question importante, qui est celle d'évaluer en quoi la dimension religieuse de certaines politiques publiques françaises a pu attiser des contestations musulmanes de l'ordre colonial. Donc là, on aurait une forme de confessionnalisation de ce conflit. C'est une piste, il y a des éléments évidemment à apporter, mais on pourrait peut-être en discuter. Et ici, donc vraiment pour finir sur ce volet français, je voulais en savoir plus aussi sur l'impact des nouvelles formes d'anticléricalisme dans l'entre-deux-guerres, et je pense en particulier au développement de l'idéologie communiste, qui associe, à cette époque, c'est pas toujours le cas, l'anticléricalisme et l'anticolonialisme. Je pose cette question parce que vous évoquez le rejet en 1929 par la Chambre des députés d'un projet d'autorisation de 8 congrégations missionnaires. Vous dites oui, les radicaux s'y opposent, mais en fait, il y a aussi les députés communistes. Alors, ils ne sont pas très nombreux, mais c'est un moment important, en tous les cas, pour l'action anti-religieuse des communistes. Donc, j'aimerais développer si vous avez des éléments là-dessus, je serais heureuse de vous entendre. Dans les 5 minutes qui me restent, je voudrais arriver à mon troisième point, c'est-à-dire autour de la position de Rome. La position de Rome, vous l'avez déjà très largement développée, c'est le développement de cette nouvelle politique missionnaire, alors bien sûr qui hérite de Léon XIII et de racines parfois même plus anciennes. Cette stratégie qui correspond à la fois à un appui aux églises locales et qui s'accompagne d'un effort plus général de la papauté pour s'autonomiser de la tutelle des États, et notamment en général, et des États coloniaux en particulier. Alors cette stratégie, je trouve que vous la peignez avec beaucoup de nuances, et c'est extrêmement précieux. Avec nuance et puis dans ses ambiguïtés. Avec nuance, c'est-à-dire que vous nous rappelez bien que si la papauté a cette stratégie extrêmement affirmée, cela ne va pas non plus sans, pas forcément des tensions internes, mais au moins des nuances, en particulier entre la secrétaire d'État, les affaires ecclésiastiques extraordinaires d'une part, qui vont être plus prompts à aller vers le modus vivendi, on va dire, avec les États coloniaux, et d'autre part, la propagande fide, qui, elle, reste davantage sur sa stratégie, vraiment axée sur l'indigénisation. Donc, des nuances, et puis aussi des paradoxes. Vous l'exprimez bien, la papauté cherche à se placer sur un plan supranational, critique les nationalismes excessifs européens, mais en même temps va aussi appuyer de fait aussi des nationalismes indigènes. Donc là, on a une question qui est tout à fait intéressante et que vous développez beaucoup. Alors, au-delà de cette nouvelle politique missionnaire, moi, ce qui m'a intéressé et ce que vous montrez très bien, c'est que pour mettre en œuvre cette nouvelle politique, pour faire bouger des lignes qui ne sont pas que statutaires, mais aussi culturelles. Et là, on le voit bien, notamment dans vos photos missionnaires, avec on voit cette ségrégation aussi spatiale et raciale qui est à l'œuvre finalement dans les pratiques missionnaires. Pour faire bouger tout cela, Rome dispose de toute une panoplie d'instruments.
d'instruments qui sont autant administratifs que culturels, théoriques que pratiques. Et vous les analysez avec beaucoup d'attention. Je les rappellerai ici, et ce sera l'occasion de poser quelques questions. Tout d'abord, bien sûr, un des premiers instruments, un des premiers outils, c'est la prédication, c'est la parole. Le pape a ça pour lui, il peut parler. Et ici, on retrouve, il peut parler, il peut écrire, on retrouve ici les grandes encycliques, Maximum Illud, 1919, et Rerum Ecclesiae, 1926, mais auxquelles on peut ajouter tout un corpus secondaire d'interventions dans des audiences, etc. Et là, j'ai été frappée par ce que vous nous dites des revues missionnaires françaises, comme les missions catholiques, qui réussissent quand même à évoquer un texte comme Maximum Illud en faisant l'impasse sur les passages qui dénoncent le nationalisme des missionnaires. Et je trouve que c'est assez édifiant, assez rassurant peut-être aussi sur la résistance de certaines églises locales, de certains acteurs ecclésiastiques à des changements de cap pastoraux, fussent-ils venus de Rome. Et donc ça permet aussi, je trouve, de prendre du recul sur des transmissions qui peuvent être ratées ou voilà, de directives pontificales encore de nos jours. C'est un premier point. Un deuxième grand moyen d'action, on en a parlé déjà, c'est l'instrument des délégations apostoliques. Ces fameux envoyés du pape sans fonction diplomatique, il faut quand même un peu de politique, avec une fonction de représentation auprès des églises locales. Ce sont eux les acteurs de terrain de la politique vaticane. Vous montrez dans votre ouvrage le rôle essentiel de la délégation apostolique en Indochine pour unifier les pratiques religieuses sur place, mais aussi pour lutter contre cette préséance raciale, cette ségrégation socio-raciale au sein du clergé qui conduit tout simplement à refuser la vie commune, voire la table commune entre prêtres missionnaires et prêtres indigènes. Et là, j'avais envie d'en savoir un petit peu plus sur ce que vous évoquez, page 260, c'est-à-dire cette rumeur carrément d'un empoisonnement par des missionnaires du premier délégué apostolique, Costantino Aiuti. Alors, il est là entre 1925 et 1928, et puis il meurt assez jeune, et donc il y a cette rumeur. Donc moi, ça m'a un petit peu interpellée. Alors, cet instrument des délégations apostoliques, ça marche pas toujours aussi. Hein, on voit bien dans votre ouvrage les ratés. Certains États refusent d'accepter des délégués apostoliques. C'est le cas de la France dans une partie de l'Afrique. Certains délégués apostoliques sont un peu, voilà, je ne sais pas si on peut parler d'erreur de casting, mais c'est un petit peu ce qui ressort du profil de Frediane au Giannini au Levant, qui se montre totalement réticent à l'indigénisation sur place. Et donc, il est à front renversé, finalement, par rapport à la politique, à la stratégie du Saint-Siège. Mais aussi, au-delà, je m'interroge autour de ces délégués apostoliques sur la culture curiale, la culture vaticane et son rapport aux préjugés raciaux. C'est vrai qu'on a l'impression qu'à partir du moment où on est délégué apostolique, on lutte contre les préjugés raciaux des missionnaires. Comment est-ce qu'on explique finalement que cette tournure d'esprit, cette culture soit davantage diffusée dans ce clergé italien plutôt que français? Est-ce qu'il y a des pistes là qui, peut-être en termes d'histoire sociale aussi, sur la formation de ces envoyés du pape ou pas? C'est un petit peu une question que je me pose. Enfin, et je finirai là-dessus, parmi les autres relais de cette politique, cette nouvelle politique missionnaire développée par la papauté, il y a tout ce que vous développez sur les agences de financement, le nerf de la guerre, l'argent. Ces agences de financement, ces agences de moyens finalement françaises, comme l'œuvre de la propagation de la foi. Donc c'est un processus qu'on connaît bien. C'est centralisé à Rome dans les années 20. Ce processus, vous l'éclairez par de très nombreuses statistiques. Là, on aimerait peut-être en savoir un petit peu plus sur ces moyens mis en œuvre. Quelles sont les personnalités qui émergent, qui viennent diriger cette propagation de la foi, nouvelle formule? Est-ce qu'il y a un nouveau style de communication? Est-ce qu'on y retrouve la patte du financeur états-unien qu'on trouve de façon très très importante? Voilà, qu'est-ce que ça change en termes de culture, en termes de pratique aussi de l'action missionnaire à l'échelle internationale? Enfin, parmi ces moyens romains de diffuser
cette nouvelle politique, j'ai été un peu étonnée, mais j'espère que j'ai pas oublié un passage, que vous n'évoquiez pas l'année 1925 et cette fameuse exposition missionnaire qui se tient à Rome pendant l'année jubilaire. Alors peut-être que vous pourriez nous en parler un petit peu. Est-ce qu'il y a une participation de la France? Quelle a été la réception de la France face à cette exposition missionnaire romaine, alors qu'il y avait eu des expositions missionnaires plus locales, hein, bien sûr, en France, et est-ce qu'il y a des circulations à ce niveau-là? Bref, voilà, toutes ces questions et ces remarques pour vous dire tout le plaisir que j'avais eu à vous lire et pour vous remercier, bien sûr, pour cet ouvrage particulièrement riche et stimulant. Merci beaucoup. Alors, je pense que Laura a posé un certain nombre de questions. Peut-être que le mieux serait de commencer par vous écouter, pour revenir sur ces thématiques qu'elle a abordées avec vous. Alors oui, merci beaucoup Laura pour cette intervention, cette lecture précise et voilà et stimulante en même temps, toutes ces questions. Alors, ce sont des questions qui sont toutes très, très pertinentes, intéressantes, mais j'ai pas la réponse à tout, puisqu'il y en a certaines que je me pose moi-même ou qui relèvent de pistes que j'ai pas totalement approfondies. Alors, bon, je ne sais pas si je répondrai à tout. Alors, une des premières choses que vous avez dites, c'était de relever l'importance des archives des congrégations missionnaires. Donc, en effet, je n'ai utilisé euh, que tout à fait enfin, par le biais de sondages. Alors, d'abord parce que la congrégation qui m'aurait été très utile pour l'Indochine, c'était les MEP et que ça a correspondu avec la fermeture des archives des MEP à cette époque-là. Elles ont maintenant rouvert, enfin ça fait déjà quelques années, hein, mais c'était trop tard pour moi et donc sous la forme d'un institut de recherche France-Asie, qui m'a toujours eu du bac, et qui est très, voilà, je le dis aussi pour ceux que ça intéresserait, notamment les étudiants, hein, il y a là-bas beaucoup de fonds, des archivistes très dévoués et compétents. Bon, malheureusement, j'ai pas eu accès à ça. Et bon, les archives missionnaires, c'est un monde, hein, enfin, c'est une galaxie, hein, c'est vraiment gigantesque. Alors, d'autant plus que, comme je le dis, je crois au début, moi, comme je me suis beaucoup intéressé à l'angle, on va dire politique des rapports entre mission et colonisation, je me suis beaucoup intéressé aux congrégations missionnaires principales auxquelles sont affiliés les territoires, hein, donc spiritains, MEP, etc., etc. Donc ça, ce sont les congrégations d'où est issu l'évêque qui dirige la mission et les missionnaires qui desservent les missions. Mais il n'y a pas que dans une mission, il y a aussi enfin, un certain nombre d'autres congrégations, féminines et masculines, d'ailleurs majoritairement les membres du clergé, si on peut dire ainsi, par facilité, dans les missions sont des femmes. On a d'autres missionnaires, hommes et femmes, qui sont présents, hein. Donc parfois pour des actions spécialisées dans le domaine de l'enseignement, dans le domaine sanitaire, dans le domaine de l'éducation des prêtres, etc., etc. Donc, ça fait beaucoup de monde. Et mon livre ne donne pas du tout une idée de l'ensemble de ce personnel, hein, qui est vraiment très important. Euh, et tout ça pour vous dire que c'est encore plus énorme que ce qu'on pourrait penser. Voilà, on pourrait raffiner en allant voir les fonds de dizaines et de dizaines d'instituts missionnaires, hein. Mais il est sûr que ça permettrait de faire une histoire probablement très différente, plus par le bas, hein, on va dire, sans doute plus précise, enfin plus précise géographiquement et humainement, qui permettrait pas d'avoir cette perspective un peu générale. Mais il y a énormément de choses à faire. Il y a énormément de choses à faire, et comme vous l'avez dit, c'est en plein renouvellement. Il y a beaucoup de gens qui viennent pas forcément de l'histoire religieuse par ailleurs, hein, mais qui s'intéressent à ces fonds des archives missionnaires, des archives congréganistes relatives au territoire de mission. Voilà. Et donc, il est vrai qu'on peut penser en particulier aux recherches nombreuses qui sont menées par un certain nombre de collègues, de doctorants, de doctorantes, en particulier sur les congrégations missionnaires féminines. Voilà, il y a il y a beaucoup de choses à faire, c'est sûr. Et c'est probablement là que se situe l'avenir dans ces champs de recherche. Non, ça, c'est sûr. Et c'est ce que j'ai essayé de faire depuis ma thèse, d'ailleurs, intéressant davantage aux archives des congrégations missionnaires. Alors, d'autres questions. Comment expliquer cette différence d'approche entre les ministères? Alors ça, c'est difficile à dire. Comment expliquer cette sorte
de philo-catholicisme un peu étrange du ministère des Affaires étrangères, qui est à la fois un philo-catholicisme, alors à condition que le catholicisme soit bien à sa bonne place, qui est celui d'être un catholicisme un peu national. En fait, c'est une culture gallicane, hein, on va dire. Hein. Alors, comment l'expliquer? Bon, il y a peut-être plusieurs pistes. Il y a la piste du recrutement, en effet, des cadres du ministère des Affaires étrangères. Je me rappelle d'un article de notre collègue Isabelle Dasque à ce sujet, hein, sur une culture catholique, souvent même aristocratique, hein, un des cadres du ministère des Affaires étrangères, qui en fait, je ne sais plus quelle est son expression, mais une sorte de bastion de cléricalisme, on va dire, dans la République, hein, comme si c'était un peu comme l'armée, la diplomatie, un corps où on pouvait servir la France sans trop servir la République quand on était catholique. Donc, il y a peut-être un petit peu de ça. Il y a peut-être aussi la culture de la négociation euh, euh, qui euh, euh, rend familier les agents du ministère des Affaires étrangères de l'importance des acteurs ecclésiastiques. La culture, enfin, l'importance notamment des relations avec le Saint-Siège, le ministère des Affaires étrangères, était opposé à la rupture des négociations en 1904, hein, bien conscient de ce que la diplomatie française avait à y perdre. Hein. Donc il y a cette conscience de l'importance des acteurs ecclésiastiques sur la scène diplomatique. Et puis, voilà, je pense aussi cette culture de la négociation et du compromis, alors que sans doute, en effet, les autres ministères sont plus dans une culture d'une forme de confrontation avec les autorités religieuses, donc, issues d'une formation plus républicaine, voilà, plus nourrie d'anticléricalisme, etc. Il y a sans doute beaucoup de choses à dire, mais c'est aussi un petit peu une autre histoire. Alors, sur le congrès eucharistique de Carthage, c'est vrai que c'est un événement très important qui coïncide la même année avec la célébration de l'anniversaire de la prise du centenaire, donc de la prise d'Alger. Donc, c'est un peu les deux grands événements où se manifeste une union, une mission de colonisation importante, avec aussi, le troisième, c'est l'exposition coloniale euh, dans le bois de Vincennes, où il y a un pavillon d'émission. Hein, c'est plutôt là, d'ailleurs, que dans l'exposition Vaticane, qu'on verrait une union importante entre mission et colonisation française. Hein, donc, c'est un peu ces trois éléments, centenaire d'Alger, congrès du Carthage et exposition internationale coloniale, qui sont en effet ces grands moments de triomphalisme colonialo-missionnaire, on va dire. Bon, très bien. Alors sur le défilé des croisés, donc c'est vrai que c'est des images frappantes, mais c'est quand même assez connu dans l'histoire du Maghreb, cet épisode du congrès eucharistique de Carthage, et puis le défilé des croisés, c'est quand même souvent vu comme en effet une forme de triomphalisme colonial qui nous apparaît comme complètement délirant. Enfin, voilà. Alors, l'imaginaire des croisades dans le monde missionnaire, euh, de manière générale, je ne saurais pas trop dire. Le monde missionnaire, c'est un monde qui culturellement appartient au catholicisme, on va dire, intransigeant. Hein. Donc il y a cette culture de la croisade qui est, je pense, très présente dans la spiritualité catholique de cette époque. On parlait sans complexe de croisade de chapelet, de croisade de prière. Enfin, c'était, je pense, jusqu'au Concile Vatican II, c'était le terme de croisade, c'était quelque chose qui revenait, mais vraiment sans aucun problème. Aujourd'hui, je pense que ça serait plus difficile, en tout cas, enfin, ouais, moins bien interprété. Mais à cette époque, c'était très, très fréquent. Bon, alors là, il y a, en ce qui concerne le Maghreb, il y a de manière explicite l'idée d'un affrontement avec l'islam. Ça, c'est sûr. Hein. L'idée qu'on renoue grâce à la colonisation française, avec le Maghreb catholique. Et bon, tout à l'heure, vous parliez de Sainte-Thérèse, que moi, j'ai pas trop vu, hein, en ce qui concerne le congrès eucharistique de Carthage, mais en tout cas, il se réfère très facilement à Saint-Augustin, hein, comme cette figure, évidemment, de l'évêque antique de Carthage. Voilà. Donc il y a l'idée qu'on va renouer par-dessus l'apparence qu'on espère être une parenthèse musulmane. Voilà. Donc c'est ça que signifie en fait ce défilé des croisés.
qui coïncide, enfin ça coïncide pas, mais il y a aussi un autre défilé pendant ce congrès eucharistique qui est un défilé alors, je pense pas que ce soit des enfants, mais de religieux avec des palmes de martyrs. Donc il y a toute une cérémonie aussi dans les ruines du cirque de Carthage, qui est vu comme une sorte d'autre Colisée où aurait été martyrisés des chrétiens. Je crois d'ailleurs que même dans le Colisée à Rome, les chrétiens martyrisés, peu importe, qu'ils ont été ailleurs. Mais donc il y a cette superposition de ces imaginaires-là qui se donne à voir de manière très décomplexée pour nos yeux à cette époque. Voilà. Bon, par contre, j'ai pas vu grand-chose sur Sainte Thérèse. Euh, Même si c'est en effet une figure très importante de l'époque hein, et dans le monde missionnaire. Bien sûr, hein, Sainte Thérèse, alors je ne sais pas quand elle a été proclamée patronne des missions de manière officielle, mais en tout cas, c'est très présent chez les missionnaires de cette époque. 27? En tout cas, bon, c'est une figure qui est très présente. Alors, bon, je passe rapidement sur d'autres choses. Sur l'anticléricalisme de l'entre-deux-guerres, vous m'avez demandé, pour le redire en d'autres mots, si la dimension religieuse, si l'alliance entre mission et colonisation, pour le dire rapidement, avait pu attiser des contestations musulmanes. Euh, alors, ça a pu arriver dans certains espaces, notamment en Afrique du Nord. Hein, cette histoire du congrès eucharistique de Carthage, comme vous l'avez rappelé, comme je l'ai écrit dans le livre, a eu des répercussions sur les mouvements nationaux en cours de formation en Algérie comme en Tunisie. Puis il y a aussi l'autre grand exemple dont je parle, qui est celui du Daïr berbère, qui a été vu de manière d'ailleurs assez euh, illégitime, hein, comme une tentative par les autorités du protectorat français au Maroc d'assurer une forme de prééminence du catholicisme sur l'islam, alors que ce n'était pas du tout l'objet du texte, mais ça montre qu'il y a en effet, il y a cet argumentaire anti-catholique qui est facilement utilisable, à la fois par les, les mouvements nationaux musulmans, mais aussi, et dans le cas du Daguerre berbère, par les autorités coloniales françaises, qui peuvent se servir des missionnaires catholiques comme de boucs émissaires pour essayer de calmer les choses auprès des populations locales. Voilà. En revanche, alors, sur l'impact de l'anticommunisme sur la situation missionnaire dans les années 20, donc au risque de vous décevoir, bon, il y a d'autres choses à dire dans l'espace colonial français sur les périodes ultérieures. J'ai pas encore vu grand-chose. Hein. Alors, il y a une crainte hein, du Vatican dès cette époque d'une diffusion du communisme dans l'espace colonial, qui est plus pertinente en ce qui concerne l'Extrême-Orient et l'Indochine qu'en ce qui concerne l'Afrique. Mais en tout cas, c'est pas encore très présent chez les missionnaires qui ne voient pas, bon, probablement à juste titre, hein, trop d'influence du communisme dans leur territoire, en tout cas en ce qui concerne l'Afrique. Bon, donc là-dessus, j'ai pas beaucoup d'éléments de réponse. Bon, en ce qui concerne les revues missionnaires, bon, je ne sais pas qu'il y avait de questions, on peut pas en parler. C'est vrai que c'est une question très intéressante. Et non, alors non seulement Maxime Oumiloud critique le nationalisme missionnaire, mais spécialement le nationalisme des revues missionnaires. C'est-à-dire, il dit dans la lettre apostolique, qui n'est pas une encyclique, Maxime Oumiloud, le pape dit les revues missionnaires sont quand même trop nationalistes. Et évidemment, les revues missionnaires n'en disent pas un mot. C'est quand même assez amusant. On se contente de dire le pape dit il faut beaucoup prier pour les missions. Ah oui, bah, c'est vrai. C'était pas que ça. Bon. D'accord. Alors, sur la rumeur d'un empoisonnement du délégué apostolique Costantino Aiuti, donc le premier délégué apostolique en Indochine à partir de 1925, bon, j'ai malheureusement pas d'éléments pour trancher cette rumeur, donc que je n'ai connu que par la bibliographie, hein, et pas que je n'ai pas vu dans les sources. Sur cet espace, il y a un très beau livre d'un auteur américain qui s'appelle Charles Keith, qui s'appelle Catholic Vietnam, et qui parle de l'histoire du catholicisme au Vietnam depuis la fin du 19e siècle jusqu'à la guerre du Vietnam, hein, montrant d'ailleurs l'importance du catholicisme dans la structuration d'une identité nationale
nationaliste vietnamienne anticommuniste. Bon, ça, c'est une autre histoire, c'est juste pour faire une référence à cet ouvrage, dans lequel j'ai trouvé cette allusion à une rumeur de l'empoisonnement par les missionnaires d'Ayutthaya. Bon, je pense qu'il ne faut pas y accorder trop de crédit, hein. C'est surtout révélateur du clivage entre le clergé vietnamien et le clergé missionnaire, hein, et ce qui montre en effet il y avait voilà, un antagonisme assez important, hein. J'ai écrit plusieurs articles à ce sujet pour ceux qui voudraient se documenter sur ce sujet sans lire le livre. Oui, oui, je termine. Bon, je réponds à une dernière question, et puis je laisse tomber les autres pour l'instant. Sur la culture curiale et le rapport aux préjugés raciaux. Alors, je pense que les envoyés romains sont sans doute ont sans doute sont moins influencés par ces préjugés raciaux que les missionnaires français, parce que il y a moins cette culture vraiment de cette association entre mission et colonisation. Euh, et voilà, je pense ils viennent un peu d'un autre monde. Mais par ailleurs, ils ont quand même des préjugés raciaux, et j'en donne un certain nombre d'exemples, hein. Par exemple, les délégués apostoliques se gênent pas pour dire, ah bah oui, c'est vrai que les prêtres vietnamiens, comme tous ceux de leur race, ils sont paresseux, il faut pas trop leur en demander, etc. Mais bon, d'une part, ils les ont un peu moins, et d'autre part, ils sont quand même convaincus, bon, sinon ils ne seraient pas là, ou alors ils réussissent à se convaincre de la nécessité d'indigéniser l'Église, et de cette conviction que le pape clame sur tous les toits, qu'il n'y a pas de clergé inférieur à un autre, hein. Et donc, quoi qu'ils en pensent, ils réussissent quand même à se faire l'écho de cette façon de voir. Euh, mais c'est aussi le cas de certains missionnaires français, hein, voilà. Il y en a qui sont ils ont plus ou moins racistes, et il y en a qui sont très racistes, et d'autres qui sont, pour ainsi dire, pas, hein. Voilà, tous n'ont pas la même. Ça dépend des congrégations missionnaires, ça dépend de beaucoup de choses. Voilà, bon, je m'arrête là pour l'instant. Beaucoup de questions. J'espère avoir apporté quelques éléments. Merci pour toutes ces précisions. Alors, on va passer au débat comme à l'accoutumée. Euh, je cède la parole à l'assistance. Jacques. Merci beaucoup pour d'abord ce livre tout à fait neuf et ces deux exposés très riches que nous venons d'entendre. Je dois dire que je suis tout à fait un bifin là-dedans, comme on dit dans la marine, pour entrer dans les débats. Mais j'ai été très intéressé par tout ce que vous avez dit sur l'attitude des administrateurs coloniaux face à l'attitude des missionnaires. Finalement, les administrateurs coloniaux me paraissent comprendre et entrer dans la mentalité des familles et de leurs revendications. Et je comprends très bien que face à des missionnaires peut-être un peu, c'est un peu le contraire de ce que vous exposez, mais les administrateurs coloniaux défendent la polygamie et défendent les structures traditionnelles. Et la question que je pose, c'est à quel point les missionnaires ont-ils pris en compte les religions locales, et je pense particulièrement au vaudou, au Dahomey, qui a fait l'objet de beaucoup de discussions. On constate d'ailleurs, quand on va au Bénin, on constate que le vaudou et le culte des ancêtres et la référence au Fa restent quand même, encore aujourd'hui, après l'indépendance, après des années quand même d'enracinement catholique, l'enracinement catholique était très réel au Bénin, mais il reste quand même un attachement considérable au vaudou, dans les familles, dans les coutumes, dans les mœurs. Alors je me demande comment les administrateurs coloniaux, finalement, ils ont été lucides, à mon avis, en rappelant aux missionnaires qu'il y avait des réalités familiales, des réalités culturelles, des réalités traditionnelles qu'il fallait admettre et respecter, ou alors qu'il fallait faire bouger lentement. Enfin, c'est la question de quelqu'un qui n'a pas étudié, comme vous, le fond des problèmes. Mais ça m'est venu parce que j'ai trouvé que c'était très intéressant, votre remarque.
sur l'attitude entre les missionnaires et les administrateurs. Il y a deux points de vue là qui sont très intéressants. Bon, bah oui, c'est une question très vaste. Je ne sais pas si on Oui, peut c'est ça. la trancher. Bon, je sais, j'aurais tendance à dire que il faut sans doute pas angéliser la position des administrateurs coloniaux qui agissent surtout par peur que leur pouvoir soit remis en cause. Hein, vous savez que dans l'espace colonial français, il y a cette grande division juridique entre les Européens qui sont soumis au code civil et puis les autochtones qui sont soumis aux juridictions coutumières, Oui, hein, donc islamiques, judaïques enfin oui, rabbiniques jusqu'au décret Crémieux, et coutumières pour ceux qui sont ce que les missionnaires appellent les païens, enfin les religions traditionnelles. Et, et le problème, c'est que les missionnaires, le problème essentiel, c'est que les missionnaires revendiquent pour ceux qui sont convertis au catholicisme, ceux qui viennent de familles catholiques, l'émancipation par rapport à la juridiction coutumière, notamment en matière matrimoniale, disant il faudrait un statut personnel des catholiques qui soit reconnu comme une coutume, en fait, d'une certaine manière à part entière. Ça n'a jamais fonctionné parce que les administrateurs ont toujours eu peur que ça remette en cause les structures traditionnelles. Donc, je ne sais pas si c'est une question de lucidité. Peut-être que oui, je ne suis pas assez familier avec la littérature qui a pu être écrite par des administrateurs, etc., sur ce genre de questions. Mais c'est sûr que c'est utilitariste, en tout cas. Je ne suis pas sûr qu'ils fassent ça par philanthropie à l'égard de, des coutumes traditionnelles, mais surtout par crainte de les heurter. Hein. On dit souvent qu'ils arrivent avec une idéologie au départ qui est celle de l'assimilation, hein, qui conduirait assez rapidement à faire évoluer les choses, et puis assez vite, en fait, dès le tournant du siècle, on en passe à une question d'association, en disant on va pas les assimiler, c'est trop compliqué, et puis de toute façon, ils risqueraient de perdre leur autochtonie, donc finalement, nous, notre domination sur eux, donc on va les laisser dans leur coin, et ça va être une nouvelle doctrine de l'association. Les missionnaires, eux, ils restent fidèles d'une certaine manière à une forme d'assimilation, mais d'assimilation au catholicisme. Voilà, c'est un peu ça la différence d'approche. Je suis pas sûr que ça procède d'une philanthropie, ou d'une bienveillance, ou d'une compassion excessive des administrateurs coloniaux par rapport à ces réalités, mais plutôt d'une autre façon d'approcher les choses et de maintenir une forme d'autorité sur les populations. Voilà. Bon, après, c'est une autre thèse. Et il faudrait raffiner les positions des uns et des autres. Autre question? Oui, monsieur. Oui, merci énormément de tant de détails qui nous aident à affiner nos connaissances de la période et de la géographie. Je me permets d'ajouter deux ou trois observations, en même temps questions, en même temps peu d'observations, tout en sachant qu'on ne peut pas tout traiter, bien entendu, ni dans une thèse, ni dans une conférence. La première, c'est l'époque que vous prenez en principe, donc en allant exactement de 1918 à 1930, effectivement, qui est une période évidemment maîtresse, très riche en événements. Je me demandais, là, se passaient des choses qu'on pouvait dire l'Empire colonial, mais qui n'étaient pas vraiment l'Empire colonial, puisqu'il y avait les protectorats, et il y avait en même temps, notamment, le côté mandataire, au Moyen-Orient, sur lequel apparemment, vous passez vite, ou vous n'avez pas souhaité vous étendre, pourtant, continuer à une certaine dimension d'une politique coloniale particulière, tout en le rénovant, etc. Mais dans tous les cas, ce n'est pas le propos majeur. Le propos majeur pour moi, c'est qu'à cette période, donc, nous avons, je mets trois types d'observations. La première, c'est effectivement les relations avec le monde musulman, notamment en Afrique du Nord, puis un peu en Afrique noire, puisque à ce moment-là, entre les missionnaires et les administrateurs, il y a une affrontée, en fait, certaines
traditions, certaines données locales qui avaient des sauvegarder. Et alors, je prends pour l'exemple, donc je vous pose la question, dans quelle mesure, à votre avis, les projets de code juridique, comme le code Santillana, par exemple, l'un des plus importants qui a failli s'appliquer, et puis à la dernière minute, un cas, et notamment ensuite ce qui s'est passé avec les populations qu'on appelle indigènes, que ce soit en Algérie, que ce soit ensuite un peu plus vers le Moyen-Orient. Le deuxième point, c'est la pièce maîtresse pour moi, c'est tout l'héritage de la fin de l'Empire ottoman, donc les accords Saïx-Picot, sans lesquels on ne peut pas penser tout ce qui s'est passé en Orient entre la France et le reste du monde, et même en dehors de l'Orient, du Moyen-Orient. Les implications de Saïx-Picot pour les églises orientales, le rapport avec les églises orientales et l'église catholique romaine. Et ensuite, quand je dis les églises orientales, évidemment, nous avons les deux gros problèmes, c'est les églises orthodoxes et les églises régulièrement, qu'on appelait du point de vue occidental, certaines on les appelait uniates, en fait, ils ne sont pas uniates, ils sont régulièrement dans des conditions particulières. Et à cette époque-là, donc, je prends l'exemple typique, c'est celui du Liban, où précisément, il y avait des clergés, très appréciés d'ailleurs par la France, très épaulés, et d'un autre côté, on a accusé l'Empire français, déjà, puis la République, évidemment, de latiniser un peu, profiter pour latiniser, les obliger à devenir plus latins. Alors, il y a résistance, forcément, de ces églises constituées depuis longtemps, pour certaines, et pour d'autres, au contraire, ça va poser le problème politique de la création de certains États, donc, qui est typique de la Syrie, le Liban notamment. Et au Liban, nous avons grandi, moi-même, en étant effectivement natif de là-bas, nous avons grandi avec l'idée, notre mère tendre. La France, quand on visait la France, c'est la mère tendre. Mais ça, c'est pour les chrétiens. Pour les musulmans, c'est un autre problème. C'est évidemment le colonialisme, retour du colonialisme, un peu de croisée, etc., etc. Donc voilà, je me demande si, à travers, d'une part, votre bouquin que je n'ai pas encore eu le loisir de lire vraiment, mais dont j'ai lu bon, et d'un côté, ou bien alors d'autres recherches ou écrits que vous proposez, vous, vos collègues, de nous donner une meilleure perception, parce que ça a des rapports aujourd'hui très importants avec tout ce qui se passe au Moyen-Orient, pour les rapports avec la France particulièrement. Merci beaucoup pour ces questions. Alors bon, je suis pas sûr là encore de répondre à tout. Alors, je pense qu'il faut pas d'abord sur les différents statuts des éléments de l'espace colonial français. Il faut pas tellement accorder une importance excessive à ces différents statuts. Enfin, ça c'est un peu un consensus des historiens de la colonisation. Donc entre colonie, mandat, enfin colonie protectorat, bon, mandat c'est un petit peu différent. Vous savez peut-être par exemple que l'essentiel des colonies d'Indochine sont des protectorats. Or, ils sont administrés comme, et d'ailleurs par le ministère des colonies et comme des colonies au sein d'une fédération qui est l'Union indochinoise. Voilà. Donc, ces modifications, enfin, ces différents types de statuts, pour les historiens de la colonisation, ne doivent pas masquer le, la réalité uniforme de la domination coloniale. Alors, bon, pour les mandats, c'est peut-être un petit peu différent. Encore que, alors pour la Syrie et le Liban, admettons, mais pour le Togo et le Cameroun, ils sont administrés à l'intérieur de l'AOF et de l'AEF, donc il y a une visite périodique de SDN puis de l'ONU, mais voilà. Bon, je crois que vous aviez un peu posé une question de ce genre. Vous avez aussi évoqué si j'ai bien compris, mais je n'ai pas très bien compris quelle était votre question, le point de vue des missionnaires sur les tentatives de codification du droit musulman. Entre le droit musulman et le droit civil français, on a commencé à penser à peu près sur le modèle
de l'anglo-saxon, anglo-saxon law Oui. en Inde et en Pakistan, on a voulu effectivement faire quelque chose comme ça autour En Algérie, de ces oui. populations. Et il y a eu deux projets différents qui ont été bien élaborés, un pour la Tunisie et un pour l'Algérie, qui ont fallu, c'est effectivement, mais la venue de la Première Guerre mondiale, la précipitation de la Première Guerre, déjà, ils étaient bien pensés les deux. Or, ce qui est intéressant là-dedans, c'était non pas d'unifier, mais de prendre en compte par les tribunaux civils et en pénal, pouvoir prendre en compte des données locales, traditionnelles, un peu religieuses, et si elles ne sont pas religieuses, dans tous les cas, elles rejoignaient dans ce qu'on appelle, sur le plan ethnologique, la tradition. Oui. Bon, ça posait quand même un certain nombre de problèmes, notamment parce qu'il me semble que la codification du droit musulman, en tout cas pour ce qui concerne l'Algérie, intégrait des éléments qui n'étaient pas de l'école juridique principale, et voilà, ça posait un certain nombre de problèmes. Bon, je ne sais pas, à vrai dire, quelle est l'opinion des missionnaires catholiques, s'ils en avaient une, sur ces questions. En tout cas, ce que je peux vous dire, comme je l'ai dit tout à l'heure, euh, je crois, Monsieur Prévota, c'est que les missionnaires, eux, ce qui les préoccupe, c'est la possibilité que soit reconnu un statut personnel pour les catholiques. Ça vaut aussi bien en Syrie, au Liban, que en Afrique subsaharienne, hein, et que du coup, ce statut personnel fasse que, au moins en matière matrimoniale, peut-être pas en matière pénale, parce que là, il y a ce fameux, entre guillemets, code de l'indigénat, mais les catholiques ressortissent du code civil. Bon, c'est ça un peu, mais c'est toujours un voué à l'échec, à la fois au Proche-Orient et en Afrique. Bon, alors les implications des accords Sykes-Picot sur les églises orientales, alors j'ai du mal à, à parler si précisément des implications de cet accord-là sur les églises orientales. Je ne sais pas si on peut voir les choses de manière si précise que ça. En tout cas, c'est sûr qu'il y a une implication de l'établissement des mandats, enfin, de la fin de l'Empire ottoman et de l'établissement des mandats sur donc, ce que vous appelez les églises orientales. Et ce qui me semble, bon, j'en parle dans le livre et puis dans un article que j'ai écrit, même si c'est pas mon sujet de prédilection, il y a en effet toute une littérature là-dessus que je pourrais, si ça vous intéresse, vous indiquer. Il y a à la fois une tentative de prise en compte des églises orientales, bon, uniates, on va dire, ralliées au catholicisme, ou plus ou moins à certaines périodes de l'histoire, bon, par exemple les Maronites ou d'autres, bon, à travers notamment la fondation de la Congrégation orientale dans les années 20. Et en même temps, il y a, c'est vrai, une tentative de latinisation. Et ce qui est intéressant, c'est que le délégué apostolique en Syrie, alors je ne sais pas si c'est une erreur de casting, je ne sais pas non plus s'il s'oppose à une forme d'indigénisation du clergé, parce que je ne sais pas si on peut dire que les questions se posent en ces termes-là, parce qu'en fait, il y a déjà un clergé euh, indigène, même si c'est pas tout à fait cette réalité-là, mais qui est en fait le clergé oriental dans ces territoires. En tout cas, ce qui est la particularité de sa charge, enfin de la manière dont il comprend sa charge, c'est qu'il perçoit le clergé latin, dont il est le plus éminent représentant, comme un peu une sorte de clergé qui chapeaute les clergés orientaux et qui aurait uniquement cette vocation-là. Et en fait, il n'est pas véritablement pour le développement du clergé latin pour le ministère, puisqu'il y a déjà le clergé autochtone, mais il conçoit sa charge comme supérieure, avec des mots d'ailleurs très durs, euh, un peu racistes, hein, en tout cas assez méprisants pour ces clergés orientaux qui ne savent pas s'organiser, qui ne savent pas se défendre face aux autorités mandataires qui sont anticléricales comme il se doit, etc. Donc lui, il voit sa charge un peu comme surplombante. C'est ça, c'est assez intéressant. C'est pas tout à fait des instructions qu'il a reçues de Rome, et c'est ça qui pose problème. Mais il n'est pas le seul. Il y a d'autres exemples. Et je pense qu'il y a un certain nombre d'autorités ecclésiastiques, parfois même au Vatican, qui, dans cette période de transition, mais peut-être plutôt après la Seconde Guerre mondiale, perçoivent l'autorité romaine comme une sorte de successeur de l'autorité coloniale. Alors, pas sur le plan politique, mais euh, par rapport à l'Église catholique telle qu'elle existe dans ces territoires-là. Hein, elle va prendre cette place
qui n'ont pas vraiment, que les autorités coloniales, par ailleurs, n'ont pas vraiment réussi à prendre, faute de prendre en compte les situations locales. Donc ça, c'est un peu une intuition que j'ai qui demanderait à être vérifiée à une échelle plus large. Voilà, j'espère que ça vous apporte quelques éléments de réponse. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Éventuellement, très brièvement, alors, je ne sais plus si l'Algérie est dans le périmètre de la thèse. Auquel cas, voilà, j'ai en mémoire une citation du père de Foucault qui a été, je ne sais pas si elle est apocryphe ou exacte, mais elle a été plus tard récupérée par les biblios de l'Algérie française, qui disait en somme, le seul moyen de se cacher des Algériens, c'est de les convertir. Voilà, j'ai exact en tête. Et est-ce qu'il y a justement une réflexion un peu au cœur de ça, des milieux catholiques, ou peut-être point de vue des administrateurs et des situations spécifiques de l'Algérie, sur ce sujet-là? Est-ce que voilà, il y a malgré tout des administrateurs qui réfléchissent à la possibilité, donc certes chimérique de l'histoire, d'une conversion des Algériens musulmans? Alors, je dirais dans l'ensemble, à mon avis, pas tellement. Il me semble que la position du père de Foucault, donc qui est antérieure à ma recherche, hein, donc je ne l'ai pas croisé en tant que tel, est et demeure minoritaire, hein, et c'est aussi ça qui fait son panache. Je pense que de manière générale, le sentiment des administrateurs et des missionnaires, c'est que l'islam, en tout cas en Afrique du Nord, peut-être que c'est différent en Afrique subsaharienne, encore que, mais en Afrique du Nord, c'est un bloc euh, qu'on ne peut pas atteindre, hein. Voilà. D'ailleurs, les, 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 les conversions sont extrêmement peu nombreuses. Voilà. Et je pense qu'ils ont vraiment cette sensation-là. Et pour essayer d'atteindre ce bloc quand même, ils identifient, ça j'en parle un petit peu, des sortes de sous-groupes au sein de l'islam, hein, donc les Berbères, les Alaouites, voire les Druzes, enfin voilà, bon, des sous-groupes qui sont un peu persécutés par l'islam dominant, sunnite, sédentaire, etc. Et ils se disent, cela, en fait, c'est les vrais héritiers, par exemple les Berbères, c'est les vrais héritiers des chrétiens qui se sont évadés dans les montagnes au moment de la vague islamique, et donc bon, c'est complètement, enfin, me semble-t-il, reconstruit, mais et ils essayent de convertir ces gens-là, bon, avec un des succès tout à fait limités, mais du coup, ils sont assez présents dans ces populations, en matière scolaire, sanitaire, sociale, etc. Mais peut-être qu'il y a ce fantasme d'une conversion, mais ça ne, à mon avis, ça ne dépasse pas ce stade parce que la réalité véritable, c'est celle d'une impossibilité de convertir en masse et de fait, ça se réalise, ça se vérifie par les faits. Voilà. Voilà. Et le père de Foucault, je crois, bon, je le connais mal, mais ce qui fait sa particularité, c'est vraiment justement cette vie au milieu aussi des musulmans, sans chercher à les convertir de manière prosélyte, quoi. Voilà, mais c'est un peu un type de stratégie. Je pense que tu connais ce truc. Voilà. Voilà. D'autres questions? Oui. J'avais une question, merci beaucoup pour votre intervention qui était très riche, qui touche indirectement, je vais dire, à des sujets qui peuvent ses conséquences, c'est sur la question de l'impact en fait religieux qu'a eu cette politique de Rome de création d'un clergé indigène. Oui. Ce que vous avez dit, c'est quelque chose qui m'a intrigué à deux reprises, que le clergé missionnaire était majoritairement intransigeant, marqué par l'intransigeantisme. Et à une époque, il y a une espèce de recomposition, de réflexion dans la lignée, par exemple, de ce qu'on peut voir en Europe avec le Lambert Baudouin, le mouvement liturgique. Je me demandais si on ne voit pas déjà dès les années 30, avec cette réflexion sur l'indigénisation, une espèce de réflexion sur déjà l'acculturation, une intégration des pratiques indigènes, par exemple dans la liturgie, qui chercherait à accompagner sur le terrain cette volonté de rendre le catholicisme plus autochtone, un peu moins occidental-centré. Je sais que ce n'est pas directement votre sujet. Si, enfin, ça peut l'être. Alors, En tout cas, mais je trouve que c'est... Alors, la réponse est non, hein, sauf de manière minoritaire. C'est-à-dire, le monde missionnaire n'admet pas d'acculturation avant, grosso modo, les indépendances, qui coïncident avec le Concile Vatican II.
Et non, bah, c'est vrai hein, que les missionnaires sont issus majoritairement, hein, mais enfin, je pense que c'est quand même plus qu'à gros traits. Hein, c'est une réalité quasiment systématique. Ils appartiennent au catholicisme intransigeant, donc qui, je vous rappelle quand même, devient hégémonique hein, vers 1900, hein, enfin à la fin du 19e. Mais les missionnaires, ils sont vraiment en plus héritiers, enfin expriment l'idée d'une reconquête, enfin d'une reconstruction d'une chrétienté outre-mer qui semble désormais impossible en Europe. Hein. Donc il y a un peu c'est ça leur univers mental. Euh, et, et ils sont en plus extrêmement, enfin très marqués par l'ultramontanisme. Hein. Les missionnaires ont un rapport particulier, plus direct au pape, hein, puisqu'ils sont, c'est pas comme des diocèses classiques. Hein, ils sont sous la, la direction directe du Saint-Siège. Hein, donc il y a un rapport, voilà, c'est ça leur culture. Hein, ultramontanisme, intransigeantisme, et ça perdure dans l'entre-deux-guerres. Hein, et je pense que ils ont une tendance il y a une inertie importante du monde missionnaire, hein, du point de vue des pratiques, de l'apostolat, de la pensée de l'apostolat. Ça me semble assez évident. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un certain nombre de personnes qui mènent des réflexions. Hein. Bien sûr, parce que de fait, dans la deuxième moitié, au milieu du XXe siècle, dans la deuxième moitié du XXe siècle, les choses vont basculer. Donc, s'il y a un basculement, c'est bien que ça travaillait. Hein. Donc, ça travaillait sur ces questions de l'acculturation, etc. Mais c'était minoritaire et ça n'était pas la tendance générale. En tout cas, en ce qui concerne l'entre-deux-guerres, il y a un refus officiel de l'acculturation, en tout cas en termes liturgiques, qui est très clair. Pour ce qui concerne la messe, hein, il n'est évidemment pas question d'utiliser autre chose que le latin. Euh, alors, les cantiques en langue locale, qui sont d'ailleurs souvent des cantiques traduits du cantique français, qui gardent soit la mélodie, soit les paroles, enfin, il y a souvent une filiation assez étroite, sont acceptés, mais rien de ce qui concernerait la danse ou des choses comme ça, hein, ou le rituel, après on parle vraiment très minoritaire, ou en tout cas pas pour la messe. C'est un peu différent pour les autres sacrements, le baptême ou les paraliturgies, etc. Mais en tout cas, la culturation est très limitée. Et les vannes s'ouvrent un peu tout d'un coup au moment du passage à la hiérarchie autochtone et au moment du concile, hein, qui reconnaît de manière explicite l'enrichissement possible par les cultures autochtones. Voilà. En tout cas, dans Entre-deux-guerres, vraiment, c'est pas du tout l'ambiance. Non. Peut-être quand même, il est tout à fait juste, il y a peut-être quand même une petite brèche du côté, et d'ailleurs vous le montrez avec un certain nombre de photographies, du côté de l'architecture, Oui. du côté de l'architecture religieuse. Et là, il y a des vraies impulsions qui sont données par Constantine, qui est ancien délégué apostolique en Chine, et ensuite secrétaire de la congrégation des propagandes d'affidés, qui écrit aussi sur l'architecture missionnaire qui doit le plus possible se rapprocher des traditions locales, etc. Une petite brèche comme ça, et qui est déjà là dans l'entre-deux-guerres, et qu'on voit après de façon très inégale selon les espaces. Là, les exemples que vous donnez concernent l'Indochine. Mais alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que il n'en a pas toujours été ainsi. C'est-à-dire que, par exemple, en Indochine ou en Extrême-Orient, parce que c'est là que les missions ont été le plus précoces, à la fin de l'époque moderne et au tout début du 19e, il y avait davantage, en fait, une pensée de l'acculturation. Hein, je ne sais pas si vous êtes familier des missions jésuites, etc. Il y avait, voilà. Et en fait, ça a disparu avec l'établissement de domination coloniale et on va dire, la calcification de la société coloniale, en fait, d'une certaine manière. Oui. Les missionnaires MEP, au début du 19e, ils pouvaient s'habiller à la vietnamienne, ils prenaient des noms vietnamiens, etc. Toutes choses qui disparaissent au cours du 19e siècle. Voilà. Oui. Et parce que par exemple, sur la question des dévotions, Oui. que vous avez abordée avec la question de Sainte Thérèse, notamment les martyrs ougandais, il me Oui. semble que c'est les premières canonisations qui est en 1886, je crois. Oui, c'est plus tard, c'est dans les années 30, mais Ah, c'est dans les années 30. enfin, il me semble, en tout cas, la canonisation. J'ai pas les. Ah oui. Parce que les martyrs eux-mêmes ont lieu dans les années 1890.
fin des années 80, début des années 90. Bon, là, j'avoue que j'ai plus Mais ce les. que je me demandais, c'est que justement, dans les dévotions qui étaient en fait justement, qui a préparé un peu ce que vous disiez dans ce mouvement dont vous parliez, ce mouvement qui a éclaté au Concile Vatican II. Oui. Mais avant, qu'est-ce qu'il a préparé? C'est pas venu de. Enfin, je sais pas s'il y a Mais les des. martyrs ougandais, par exemple, c'est pas parce qu'on canonise des saints locaux. Enfin, si vous voulez, ils sont récupérés dans le mode de dévotion habituel. Enfin, il y a pas, c'est pas de l'acculturation forcément de canoniser des saints locaux. Enfin, ça donne des figures qui sont plus proches des populations, mais en soi, c'est pas ça qu'on appellerait, en tout cas à notre époque, de l'acculturation. Ma question, c'est de savoir en quoi est-ce que ça avait, si ça l'avait. En fait, ils ont très peur du syncrétisme religieux, en tout cas en Afrique. C'est ça qui justifie l'absence d'acculturation. Ils ont très peur de la résurgence du culte des ancêtres, etc., et qui n'a jamais disparu. Aujourd'hui encore, voilà, le syncrétisme religieux est une réalité, hein, y compris au sein du clergé. Voilà. Mais euh, voilà, enfin voilà, bon, c'est une très vaste question, hein. Mm. Éventuellement une question, sans question double, parce que tu avais organisé un colloque il y a 2 ans. Oui, ça va faire 2 ans, oui. Mm. Et il y a un élément qui a été abordé pendant la présentation, la question des revues missionnaires, des publications missionnaires. Est-ce qu'il y a des pôles particuliers? Est-ce qu'il y a des centres plus spécifiques de développement de revues? Ça a été impressionnant, je me rappelle dans les chiffres qui avaient été sortis de la carte en bureau. Mm. Est-ce qu'il y a des publications particulières parmi ces publications missionnaires? Est-ce qu'éventuellement il y a le soutien des autorités locales? Tu veux dire en Europe, enfin les publications En Afrique, sur place. pour les publications missionnaires? Alors, il y a deux types Comment de. se développe son Oui. financement éventuellement? Alors, il y a deux types de publications missionnaires. Celles que moi j'ai utilisées, c'est les publications qui sont à destination des populations européennes pour financer les missions, hein. C'est-à-dire, par exemple, les missions catholiques, c'est publié par l'œuvre de la propagation de la foi, hein. Voilà. Donc, et puis il y en a d'autres. Martin Dutronc, c'est ce qu'il avait étudié, hein, lors de ce colloque. C'est-à-dire, c'est les revues, enfin, en partie, mais c'est vrai, pas seulement. Et bon, une autre chose, mais c'est pas ce qu'on appellerait des revues missionnaires à proprement parler, c'est la presse catholique qui se développe sur place à destination du clergé local ou des fidèles catholiques. Voilà. Donc, c'est deux choses différentes. Cette publication locale, elle est faite par les missionnaires. Mais quand on parle de presse missionnaire, à mon sens, c'est pas de ça dont on parle. Oui, c'est plutôt en Europe. Mais bon, ça, c'est vraiment juste une question de terminologie. En tout cas, c'est deux choses différentes. Et voilà, on trouve un certain nombre de revues. Alors, pendant la période qui m'a intéressé, je pense exclusivement en Extrême-Orient, parce qu'il y a des, bon, pour qu'il y ait une revue, il faut qu'il y ait un lectorat, il faut qu'il y ait des presses, il faut qu'il y ait un système de diffusion, etc. Le premier lectorat, c'est d'abord le clergé. Bon, en Indochine, il existe, donc on a plusieurs revues, soit diocésaines, soit une revue un peu d'actualité générale. Bon, voilà. Et après, en Afrique, ça naît après la Seconde Guerre mondiale, dans le cadre d'un encouragement, enfin, c'est englobé dans le développement de l'action catholique, on peut dire. Voilà, le pape dit, c'est l'action catholique, il faut l'action catholique telle qu'on la pense, mais il faut aussi des revues, il faut aussi la CFTC, enfin, voilà, ça fait partie d'un package la presse catholique sur place. Voilà. Ça arrive plus tard. Ouais. En Afrique, oui. Ouais. Voilà. En Afrique, ça arrive plus tard. Oui. Est-ce qu'il y a encore une question? J'ai une question sur Oui. le rôle du Père Leb qui a favorisé l'élection d'évêques chinois. Et est-ce qu'il a été désavoué après? J'ai un peu ça vaguement dans la tête. Alors ça, je ne saurais pas du tout vous dire. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il a eu une. Peut-être que quelqu'un sait, je ne sais pas. Bon. Oui. Je sors de la thèse Ah oui, de Landry. Donc, le père Leb
Non, moi, ce que j'ai retenu, en tout cas, c'est l'importance des rapports qu'il avait envoyés à Rome dans la genèse de la lettre apostolique, hein, c'est ça? Maxime Hilud Oui, ça y est. de 1919, c'est le cardinal Mercier qui lui dit, ben voilà, ce que vous avez envoyé à Rome, le voilà maintenant retransmis Urbi et Orbi, et donc c'est vraiment, au contraire, l'influence de... Je crois que Claude Prudhomme a montré dans un Ouais. article, vraiment, enfin, je crois que c'est Claude Prudhomme, le fait que l'aide avec un autre de ses confrères, le père Cotas, peut-être, mais je confirme peut-être, il a quasiment écrit un brouillon de cette lettre, enfin, Maxime. Mais ça, c'est, oui, c'est à peu près à l'époque dont vous parlez. Maxime Miloud ayant été écrite, en fait, essentiellement pour l'Extrême-Orient et pour la Chine. En réalité, la réalité chinoise est très, très importante pour comprendre Maxime Miloud. Voilà. C'est un petit peu de laboratoire, ouais, Voilà. Et des après, expériences qui vont exactement. être reprises Oui. ailleurs aussi. Le Berlin fait un rapport sur la situation chinoise. Mm. C'est effectivement de base. Exactement. La Ouais. lettre de- Exactement. Ouais. Oui, madame. Bon, c'est plutôt pour Madame, mais c'est un peu à côté du sujet, mais quelle est la position de l'Église à propos de la colonisation de Mussolini? Il y a quand même des chrétiens en Éthiopie, etc. Je ne sais pas si je suis la plus qualifiée pour répondre. C'est une question assez complexe qui a été quand même pas mal revisitée avec l'accès aux archives justement du pontificat de Pie XI. Ce qu'on a souvent retenu, c'est le silence officiel. Il y a eu peu de prises de position. Alors, il faut bien distinguer quand même le Vatican, on va dire la papauté, le secrétaire d'État, le pape, etc., et les évêques italiens. Les évêques italiens sont totalement rentrés dans l'appui à cette conquête coloniale en Éthiopie. Il y a des éléments aussi de fierté nationale pour un empire colonial qui a été difficile à mettre en place, etc. Donc là, l'Église italienne est bien présente. Et il y a quand même un petit décalage du point de vue de la papauté qui intervient quand même de façon plutôt officieuse pour essayer de modérer un certain nombre d'éviter la guerre aussi, parce qu'ils perçoivent bien le côté euh, inflammable de la situation internationale dans les années 30. Donc, un certain nombre d'interventions à ce niveau-là. Je me souviens aussi, peut-être, je sais pas si c'était un article de Monseigneur Croce, je sais pas si ça vous dit quelque chose, qui porte qui porte sur la question de la législation sur le mariage entre des Italiens et des populations, des femmes en fait autochtones. Il y avait des lois prises par l'État italien qui essaient de limiter ces unions voilà, interraciales. Et là, sur ce plan-là, il y a eu une intervention de la papauté en disant non, attendez, là, la législation sur le mariage, en fait, elle est liée au concordat. Donc, vous pouvez pas intervenir pour modifier juste dans cet espace-là la législation matrimoniale de personnes consentantes avec, en particulier, si ce sont des chrétiens, etc. Eh bien, on rentre bien dans ce cadre. Donc, il y a eu des tentatives d'intervention, mais plutôt à la marge et avec des appuis juridiques sur lesquels la papauté pouvait vraiment s'appuyer. Typiquement, le concordat de 1929. Donc, moi, ce que j'ai retenu, c'est des exemples, des actions plutôt à la marge. Face à une unanimité italienne très largement acquise à la colonisation en Éthiopie. Mais à l'occasion de cette guerre, il a aussi institué une aumônerie militaire italienne, enfin, qui existait déjà, mais elle est vraiment en situation là, et elle fait preuve aussi, un peu comme en France, d'un nationalisme assez exacerbé. C'est comme l'aumônerie militaire française, c'est un vecteur important à cette époque. Une dernière question? Je crois que vous vouliez prendre la parole, non? Je ne sais pas si je peux me permettre de reprendre la parole. C'est simplement une question qui peut m'être échappée. Et c'est, quel est à votre avis le rôle qu'avait joué vraiment à cette période-là une congrégation comme celle des Pères Blancs, avec évidemment depuis le cardinal Gattieri et tout. Et je le relis directement à ce que disait mon voisin tout à l'heure à propos, effectivement, est-ce qu'il y avait une tentative, une tentation de convertir les musulmans.
À ce sujet, je peux me permettre de dire quelque chose qui est bien connu dans l'histoire par beaucoup d'entre nous. C'est lorsqu'il y a eu effectivement l'Algérie française des 1830, tout de suite, à partir de 1932, on a commencé à envoyer des enfants abandonnés, des délinquants, etc. Et il y avait trois objectifs très clairs qui étaient donnés. C'est effectivement les enlever à l'influence mauvaise de la rue. La deuxième, c'était peupler l'Algérie française, et c'est pour ça qu'on a envoyé les filles en partie de 36. Et le troisième, c'était justement convertir les musulmans, si c'est possible, petit à petit. Et on a confié, c'est la preuve aussi qu'on a confié tout ça, toute cette organisation aux jésuites. C'était le ministère de la guerre, mais le ministère de la guerre a tout confié, effectivement, à une congrégation, finalement, une congrégation, à la Société de Jésus, effectivement. Et ça, c'était marquant. Je parle sous votre contrôle de tous les trois. Effectivement, c'était marquant jusqu'à la fin du 19e siècle, jusqu'au début du 20e. Voilà ce que je me permettais d'ajouter. Je ne sais pas trop ce qu'on peut dire en une minute sur le rôle des Pères blancs. C'est une congrégation majeure. Moi, j'avais surtout 3 ans en Afrique subsaharienne, puisque assez rapidement, ce que vous décrivez, c'est le tout début de la colonisation. Bon, au bout d'un moment, ils se sont bien rendus compte que la conversion des musulmans, c'était pas forcément une affaire qui marchait très bien, alors que les Pères blancs, eux, ont très bien marché. Donc, ils se sont pas mal déployés en Afrique subsaharienne, notamment en Afrique de l'Est et puis en Afrique de l'Ouest, chez les Anglais comme chez les Français. Et, et bon, ils sont tenants d'une pratique missionnaire qui est plus soft que les spirites, hein. Ils sont moins liés à la puissance coloniale. Et ils gardent par ailleurs une forme de culture d'une idée d'un dialogue possible avec l'islam. Alors voilà, ça reste avec des guillemets, mais ils sont plutôt plus ouverts à ça et ils vont redevenir un peu en pointe à ce sujet au milieu du XXe siècle que d'autres congrégations missionnaires. Voilà. Bien, merci. On va devoir s'interrompre parce qu'il est 20 heures, malheureusement. Donc, merci.